Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre émission favorite, Parlons laïcité. Et je rappelle qu'on enregistre cette émission tous les premiers jeudis de chaque mois, de 17h à 19h. Et encore une nouvelle fois, merci à la MJC Simone Signoret de nous accueillir pour la réalisation et la production de cette émission dans des lieux absolument sympathiques. Aujourd'hui, on enregistre cette émission, nous sommes le jeudi 6 mars 2025 et aujourd'hui, nous allons parler laïcité et complotisme avec Rudy Reichstadt. Bonjour Rudy. Bonjour. On a toujours pour interviewer notre invité, on a d'autres. Alain. Bonjour Alain. Bonjour à toutes et tous. Nos réalisateurs, producteurs, toujours extraordinaire, le duo de choc, Agnès et Sébastien. Salut tous les deux. Salut Jérémy. Et puis, notre étoile venue des contrées lointaines et très lointaines, notre fameux Jean-Cri. Coucou Jean-Cri. Bonjour à tous. Et Jean-Cri, comme à l'accoutumée, nous fera quelques caricatures que nous découvrirons pendant la deuxième heure de l'émission. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Bonjour Rudy. Bonjour. C'est un sujet bien lourd aujourd'hui, complotisme. On est dans l'actualité la plus lourde, la plus difficile à avaler. On ne sait pas ce qui tient de la réalité du complotisme d'une façon quotidienne. Il suffit d'écouter Monsieur Trump pour se poser des questions. Ouais. Comment vous en êtes venu à ça ? Quel est votre parcours déjà ? On va commencer par ça. Mon parcours, maintenant je suis journaliste. Pendant des années, j'ai travaillé comme fonctionnaire à l'État puis à la mairie de Paris. Puis là maintenant, depuis un peu plus de 7 ans, je suis à temps plein journaliste. Je m'occupe d'un site internet qui s'appelle Conspiracy Watch et qui consacré à l'analyse critique du conspirationnisme, à la documentation du phénomène complotiste, donc qui s'intéresse à la désinformation, à la haine en ligne, vraiment à tous ces sujets-là. Et auparavant, j'ai une formation de politologue. J'étais diplômé de l'Institut de politique d'Aix-en-Provence. Alors pourquoi je suis venu à ce sujet-là ? Probablement par intérêt pour, d'abord dans mes jeunes années, pour la question du négationnisme, qui à la fois me mettait en colère et me fascinait. Je me disais, comment on peut croire que autant de gens, de survivants, de rescapés, mentent, sont des escrocs et voilà, et racontent des mensonges sur ce qui s'est passé. Donc je m'étais intéressé précocement à cette question-là. Et puis, moi j'avais 20 ans au moment du 11 septembre 2001 et j'ai vu les théories du complot sur le 11 septembre naître en temps réel et gagner les esprits. Et donc, il y a une première phase comme ça, dans les années 2000, où j'ai lu à peu près tout ce qui me tombait sous la main, sur le conspirationnisme, les théories du complot. Et c'est seulement après coup que je me suis dit, je vais en faire quelque chose sur un plan journalistique. Et donc, j'ai créé, au départ avec des copains qui ont politologues également, mais qui n'ont pas pu continuer tout ça, on va en faire un site, un lieu de référence pour documenter, parler de ce phénomène de manière la plus objective, la plus sérieuse, la plus informée qui soit, parce que ça manquait tout simplement. Donc j'ai essayé de faire le site que j'aurais voulu lire moi comme internaute, que j'aurais voulu trouver comme citoyen. Voilà. C'est Conspiracy Watch. L'Observatoire de la conspiration. L'Observatoire du conspirationnisme. Voilà. Parce qu'en anglais on dit Conspiracy Theories et très souvent par métonymie, parler des théories du complot, on dit conspiracies, tout simplement. Donc voilà, Conspiracy Watch, c'est très très clair. Ça veut dire qu'on observe ce phénomène complotiste qui a gagné du terrain, qui nous influence plus qu'auparavant, avec l'essor d'Internet, des réseaux sociaux, des smartphones qui ont donné un carburant considérable à tout ça. Il y a une adresse ? conspiracywatch.info. Alors, vous commencez par quoi pour parler du conspirationnisme ? Non, excusez-moi, c'est le conspirationnisme ou le complotisme. Oui, c'est un mot qui est entré, le conspirationnisme, dans le dictionnaire en 2011
suivis en 2016 par complotisme, mais en réalité, c'est des mots dont on trouve des occurrences dans la presse, dans la littérature scientifique également, depuis de nombreuses années, même de nombreuses décennies. Le mot théorie du complot, enfin l'expression théorie du complot, on la trouve attestée dès les années 1900, par exemple, dans la presse française, sous la forme théorie du complot policier, théorie du complot maçonnique. Et dès les années 20-30, c'est un terme qui perd son adjectif. Voilà, on parle de théorie du complot, usuellement comme on en parle aujourd'hui. Donc depuis à peu près un siècle, on parle de ces choses-là. Et en anglais, c'est encore plus ancien. Donc c'est un phénomène assez tangible qui a été décrit de nombreuses fois dans la littérature. Les penseurs, les philosophes s'y intéressent au moins depuis les années 40. Je pense à Karl Popper, à Richard Hofstetter. Et puis, on peut trouver des textes de Voltaire, même antérieurs à la Révolution française, qui décrivent le phénomène sans le qualifier de théorie du complot. Le mot n'existe pas encore, l'expression n'existe pas encore, mais qui décrivent très bien le phénomène. Donc c'est quelque chose qui accompagne de toute façon l'histoire des complots, des vrais complots, puisqu'au fond, les théories du complot, ce sont des discours d'accusation. D'accusations sans preuve, des discours qui sont fautifs dans leur raisonnement, parce que, ils n'apportent jamais la preuve de ce qu'ils prétendent dénoncer, et surtout, ce sont des mauvaises théories, les théories du complot, parce qu'elles expliquent mal le réel. Lorsqu'on les met en concurrence avec une autre proposition explicative, on s'aperçoit qu'elles sont pas très solides, en fait. C'est ça le problème des théories du complot. Mais ce ne serait pas dangereux, les théories du complot, si c'était juste des croyances contestables. Des croyances contestables, il y en a plein. Les croyances religieuses, si vous n'êtes pas de la bonne religion ou si vous êtes sans religion, ce qui arrive à plein de gens, vous considérez que les croyances religieuses, elles sont contestables, par définition. Sauf qu'elles ne sont pas toutes complotistes. Et la différence avec le complotisme, c'est que dans le complotisme, explicitement ou implicitement, on a toujours la recherche d'un bouc émissaire. C'est toujours un discours d'accusation. On pointe un doigt accusateur contre une engeance, un groupe d'individus accusés de se livrer à un acte répréhensible, sinon légalement, du moins moralement, qu'est le complot. Et c'est pour ça que le complot est réputé secret, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on complote secrètement. Donc, c'est pas rien d'accuser des gens de complot. Et à travers l'histoire, ça a eu des conséquences absolument funestes. Ça a accompagné des passages à l'acte criminels, violents, terroristes, génocidaires. C'est omniprésent dans les parcours de radicalisation. Donc c'est un sujet de préoccupation, c'est un sujet grave. Et c'est pour ça qu'il mérite d'être approché. À la base, c'est un individu ou ce sont des groupes ? Les gens qui se livrent à ça, oui. les complotistes, les gens qui croient à ça. Alors il y a ceux qui croient passivement à ça et qui se contentent aujourd'hui éventuellement de le relayer, de l'amplifier. Et puis il y a les producteurs, si vous voulez. Il y a les gens qui mettent ces discours-là en circulation, qui les produisent, avec la grande différence aujourd'hui que tout ça est produit de manière collaborative. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été aussi simple de produire des théories du complot, même très sophistiquées, avec peu de moyens. En fait, le coût de production du faux s'est effondré. Il faut bien avoir ça à l'esprit. Il y a une sorte d'ubérisation de la désinformation. C'est ça le contexte dans lequel on est plongé. Et c'est pour ça que le problème devient prend une telle acuité aujourd'hui et qu'on en parle beaucoup. Moi, je ne crois pas qu'on en parle beaucoup parce que ce serait une sorte de bulle spéculative, de bulle médiatique, parce que ça ferait plaisir à des journalistes ou à des chercheurs ou que sais-je. Non, je crois que c'est un phénomène tangible qui mérite qu'on s'y intéresse pour effectivement le contrer et l'endiguer, parce que ça a des conséquences. Ça a vraiment des conséquences. Donc, on parle souvent du complotisme comme d'un symptôme de la crise de confiance à l'égard des institutions démocratiques. On a raison parce que c'est corrélé, c'est vrai. Là où on a une grande confiance dans les institutions démocratiques, on a peu de complotisme. On sait d'ailleurs à travers des enquêtes d'opinion internationales, dans un pays comme le Danemark par exemple, qui est un pays prospère, riche, où la confiance dans les institutions démocratiques est plus élevée qu'ici, par exemple en France, eh ben on croit globalement 2 fois moins aux théories du complot qu'ici. A contrario, dans des pays comme, qui reviennent très souvent dans le peloton de tête des théories du complot, enfin des adhésions les plus fortes aux théories du complot, des pays comme le Mexique ou la Turquie ou l'Arabie Saoudite, qui ne sont pas des grandes démocraties, où il n'y a pas une très grande confiance dans les institutions démocratiques, ben on croit à ces choses-là environ 2 fois plus qu'ici, en France. Donc il y a vraiment un lien, il y a vraiment une corrélation. Sauf que ce qu'on oublie toujours, à mon avis, de dire, c'est que le complotisme n'est pas seulement le symptôme, l'effet d'une crise de confiance, c'est aussi un agent actif de cette crise de confiance. Je pense qu'il y a des liens récursifs en fait, entre défiance et complotisme, une forme de paranoïa particulière
politique qu'on appelle le complotisme. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas négliger ça. La perte de confiance dans les élus, par exemple, c'est quelque chose que tout le monde relève aujourd'hui en France. Et donc ça laisse la place au complotisme. Disons que ça accompagne un discours anti-élitiste qui est parfois, et je dis bien parfois, injuste, parce que les élites, elles méritent d'être critiquées, elles ne sont pas au-dessus de la critique. Simplement, lorsqu'on vient flatter démagogiquement une sorte de ressentiment contre une élite, c'est le fameux tous pourris, une élite politique, en un bloc comme ça, en disant mais de toute façon ils sont tous à condamner, il faut tous les faire dégager, il faut nettoyer les écuries d'Augias, etc. Ça, c'est une manœuvre politique, je crois. Et je crois que c'est de la démagogie. Parce qu'en réalité, les gens qui tiennent ce discours-là, très souvent, ils appartiennent eux-mêmes à une forme d'élite. Typiquement, quelqu'un comme Donald Trump, multimillionnaire, président des États-Unis à 2 reprises, qui tient un discours anti-système, anti-élitiste aussi, anti-élite, alors qu'en réalité, il fait partie de l'élite. D'une certaine élite. Mais en tout cas, il ne critique le système que pour le remplacer par un autre système. Donc je crois qu'il ne faut pas être dupe de ça et de cette flatterie démagogique qui est... parce qu'au fond, ce n'est pas une manière de respecter les gens, en fait. Je crois que le vrai mépris, il est là. Il est chez les démagogues et chez les populistes, qui croient qu'en tenant des discours débiles, absurdes, à une partie du public, eh bien, ils vont convertir ça en adhésion politique. Ça marche parfois, c'est vrai, pas seulement pour ces raisons-là, d'ailleurs. Il y a sans doute d'autres raisons au succès des populistes en Europe, en Occident et aux États-Unis. Mais je crois qu'au fond, on est face à un manque de respect des gens, lorsqu'on les prend pour des imbéciles, lorsqu'on les croit capables d'avaler n'importe quoi. Donc c'est l'élite contre la masse. Non, je dirais pas ça. Je dirais qu'en réalité, on est si vous voulez, dans un combat intra-élitaire, voilà, qui se donne qui essaie de donner l'illusion que en réalité, c'est le peuple qui est aux commandes et qui renverse l'élite qui serait discréditée, etc. En général, ça prépare quand même le pire, c'est-à-dire des crispations à la fois identitaires et autoritaires. Donc, on sait ce que ça a donné dans l'histoire, y compris dans l'histoire récente du XXe siècle. Instruit de ça, il ne faudrait pas commettre les mêmes erreurs, je crois. Mais il y a une mémoire qui ne se transmet pas. Plus on essaye de faire passer, d'éduquer les gens, plus on a une force face à nous qui s'oppose avec des mensonges, avec des contre-vérités. Enfin, c'est typique de la Terre plate. La thèse de la Terre plate. Oui. Alors, l'idée que la Terre est plate, d'abord, c'est une vieille idée, mais qui a été balayée depuis l'Antiquité. Parce qu'en réalité, au Moyen-Âge, le débat ne portait pas sur la forme de la Terre, il portait sur la question de savoir si c'était la Terre qui tournait autour du Soleil ou le contraire. Et tout le procès de Galilée, c'est sur la question de l'héliocentrisme ou du géocentrisme. L'Église étant à l'époque géocentriste. Bon. Mais en réalité, les gens savaient que la Terre était ronde. C'était pas un sujet, c'était pas un débat. Et là, on a vu revenir au XXe siècle, chez des fondamentalistes chrétiens, créationnistes, l'idée que la Terre était plate, parce qu'effectivement, si la Terre est plate, d'une certaine manière, Dieu existe. Et lorsqu'on regarde des vidéos platistes, très souvent, à la fin, on nous dit, mais voilà, on nous cache ça, et ceux qui nous cachent ça, ce sont des darwiniens. Ce sont les partisans de la thèse de l'évolution, parce qu'effectivement, si la Terre est plate et qu'elle est le centre de l'univers, Dieu existe. Voilà. Bon. En réalité, le platisme contemporain, le fait qu'on ait en France près de 10% des gens qui n'ont pas dit que la Terre est plate, mais qui sont prêts à accepter l'idée qu'elle pourrait être plate, et non pas ronde, comme on nous le dit depuis l'école. Ça, c'est lié directement à nos manières de s'informer. C'est-à-dire que lorsque des chercheurs sont allés à la rencontre de participants à un congrès platiste, de gens qui expliquent comment la Terre est plate, ils interrogent ces participants et tous, 100%, disent qu'ils sont venus à ces croyances-là par YouTube, en consultant des vidéos sur YouTube, des vidéos platistes donc.
Et ça veut dire une chose, c'est-à-dire que si on retire YouTube de l'équation, il n'y a pas aujourd'hui de phénomène platiste. Donc ça interroge quand même nos modes d'accès à la connaissance et à l'information, et à quel point on peut être manipulé. Alors manipulé à notre insu par des algorithmes de recommandation. 7 vidéos sur 10 qu'on regarde sur YouTube sont des vidéos qui nous ont été recommandées par l'algorithme de YouTube. Ce pas des vidéos qu'on est allé chercher proactivement. Voilà. Donc ça favorise ce qu'on appelle l'enfermement algorithmique, la formation de bulles de filtrage, qui fait que on va être exposé de plus en plus à ces contenus-là, qu'on aime bien parce qu'on est câblé assez naturellement pour les aimer. En fait, on aime bien les contenus sensationnalistes, et les contenus complotistes sont des contenus sensationnalistes. Pourquoi ? Parce qu'ils prétendent nous révéler des choses qui nous seraient cachées. Et donc, ils produisent un plaisir cognitif, un plaisir intellectuel qui est assez similaire à celui qu'on peut éprouver. Vous savez, quand on lit un polar ou qu'on regarde un film d'espionnage et qu'à la fin, au moment du twist final, tout se met en place, toutes les pièces du puzzle s'alignent et on se dit « Ah tiens, enfin on a compris », ça produit cet effet eureka qui est très satisfaisant pour l'esprit. Donc on a envie de le reproduire. Et c'est ce qui explique le succès de ces vidéos-là, de ces contenus-là en général. Donc il ne faut pas du tout négliger ça et négliger le fait qu'ils sont poussés aujourd'hui par ces algorithmes de recommandation. Le sensationnalisme, c'est quand même quelque chose qui a été à la base de, j'allais dire, des journaux et des journalistes. Toute l'histoire des journaux passe par, à un moment donné, des événements, du chat écrasé du voisin jusqu'à J'accuse de Zola. Oui, parce qu'il faut capter l'attention. C'était vrai avant les réseaux sociaux, avant les plateformes, et c'est encore vrai aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on a des techniques de captation de cette attention qui sont plus sophistiquées que jamais, qui sont extrêmement redoutables. Mais c'est vrai, le sensationnalisme, ça a toujours, c'est coextensif de l'histoire de la presse. C'est vrai. Il suffit de penser aux libelles qui circulaient à Paris à l'époque de la Révolution française, accusant Marie-Antoinette des pires choses. Mais même avant ça, même Louis XV était accusé de se baigner dans du sang d'enfants, par exemple. Enfin, des choses absolument atroces. On l'a oublié, évidemment, mais on était dans une économie de la presse où ce qui était imprimé était périssable. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est-à-dire que ça avait vocation à éventuellement être échangé à quelques proches, mais ça finissait par emballer le poisson, quoi. La presse, le papier. C'était périssable. Dans le meilleur des cas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne sédimentait pas. Ouais. Aujourd'hui, avec Internet, tout ce qui est publié à un instant T est potentiellement accessible presque éternellement. Ce que j'ai écrit sur mon site il y a presque 20 ans maintenant, c'est toujours accessible en un clic. Donc ça veut dire qu'on est face à un média qui est cumulatif et qui se prête bien à la construction de grandes cathédrales théoriques, idéologiques, que peuvent être les théories du complot. Alors on peut évoquer la question de l'extrémisme aussi politique, parce qu'on sait que c'est corrélé, le complotisme, l'adhésion complotiste, à l'extrémisme politique. C'est assez bien documenté aujourd'hui. Le consentement à la violence est corrélé avec un degré d'adhésion aux théories du complot. La violence faisant partie du sensationnalisme. Oui, mais je ne le lirai pas de cette manière-là. Je pense que ce que ça dit, c'est que les gens qui se situent aux deux extrémités du spectre politique, si on réfléchit selon un axe gauche-droite, qui se sentent exclus du système et qui, du coup, le comprennent moins bien, sont prêts à renverser le système et à toutes les extrémités pour le renverser, et donc y compris à la violence politique. Il y a une majorité de Français aujourd'hui, selon un sondage Ipsos de novembre 2024, donc assez récent, sondage sur l'état de la démocratie, une majorité de Français mécontents du fonctionnement de la démocratie, et aussi une majorité de Français qui sont favorables à un changement radical de système. Il faut le savoir, c'est une donnée importante parce que ce n'était pas le cas avant. Parallèlement, lorsque vous demandez aux Français s'ils croient aux théories du complot, juste en posant la question comme ça, est-ce que vous croyez aux théories du complot ? 35% disent oui. Oui, je crois plutôt aux théories du complot. C'est le doute minimum. Voilà, c'est quand même une croyance, c'est quand même une affirmation. Donc
ça fait un Français sur 3 quand même qui croit aux théories du complot en général. Voilà. Pas à des théories du complot, pas à une théorie du complot. Oui, globalement, il y a un tiers des gens en France qui sont bons clients pour ça. 55% aux États-Unis. 55%. Et ça, c'est assez intéressant à explorer, le lien entre le complotisme et l'attachement à la démocratie. Il y avait une idée reçue qui était que finalement, à travers l'adhésion aux théories du complot, les gens ne font qu'exprimer une sorte de rejet de la démocratie telle qu'elle fonctionne, mais au nom d'un idéal démocratique. En gros, ce seraient des gens allergiques aux mensonges, aux manipulations, et qui exprimeraient cela de manière un peu brouillonne. En réalité, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation assez linéaire entre l'attachement à la démocratie et le complotisme. C'est-à-dire que plus on adhère à un nombre important de théories du complot, et moins on trouve que c'est important de vivre en démocratie. Voilà, c'est très clair, par exemple. L'attachement à la démocratie décroît avec l'adhésion à un nombre plus élevé de théories du complot. C'est une manière d'objectiver le phénomène. Il y en a d'autres. Mais en tout cas, ça bat en brèche quand même cette idée qu'on aurait affaire juste à des gentils démocrates qui n'en pourraient plus, quoi. Et puis, je crois qu'il y a autre chose qui explique cette désaffection démocratique corrélée au complotisme. Ça, c'est quelque chose qu'avait vu un des pionniers de la réflexion sur le sujet, un historien américain qui s'appelait Richard Hofstetter, et qui en substance disait, si on vous raconte matin, midi et soir que vos représentants démocratiquement élus sont en fait des gens corrompus, des gens assoiffés de pouvoir, des psychopathes, ou de toute façon des marionnettes à la solde de puissances obscures, de l'ombre qui dirigent tout en secret, il est assez naturel, assez logique, assez fatal que vous remettiez en cause la validité du système qui permet cela, donc de la démocratie libérale, pluraliste, telle qu'on la connaît, en gros, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça va ensemble, la contestation de la démocratie et cette vision du monde complotiste. Et puis, il y a un autre point qui est que le complotisme vient, d'une certaine manière, corroder le socle de réalité factuelle qu'on a tous en commun. Si vous voulez, le débat démocratique, c'est l'opposition civilisée d'opinions et d'intérêts, d'ailleurs, contradictoires. Et c'est bien normal. Dans une société, dans une nation, dans une communauté politique, vous avez des gens qui n'ont pas tous les mêmes intérêts, qui n'ont pas tous les mêmes opinions, les mêmes horizons, les mêmes désirs. Bon. Mais la démocratie, c'est ce qui permet à ces gens de dialoguer. Mais pour dialoguer, il faut qu'ils aient quelque chose à se dire. Il faut que le débat démocratique porte sur une réalité partagée. Le complotisme, ça vient vous expliquer que, en fait, celui dont on vous dit qu'il a gagné les élections ne les a pas gagnées en réalité. D'accord ? Donc vous dites, mais non, moi je ne suis pas d'accord avec le résultat des élections, donc je vais m'insurger, je vais monter à l'assaut, par exemple, du Capitole. Et ça fait 5 morts. Et c'est la première fois dans toute l'histoire de l'une des plus vieilles démocratie américaine, qu'une alternance démocratique se déroule d'une manière aussi tragique. C'est la première fois, en 2 siècles. Et cet épisode-là, il s'est reproduit à Brasilia 2 ans plus tard. Il s'est reproduit en décembre dernier en Corée du Sud. C'est passé un peu inaperçu ici, mais vous aviez des partisans du président déchu qui se baladaient avec des pancartes « Stop the Steal » en anglais, c'est-à-dire arrêter le vol de l'élection, exactement sur le modèle trumpiste. Donc, je crois qu'on est en train de basculer dans un moment où, de plus en plus, ces processus démocratiques ils vont être contestés. Parce que dans le corps politique, eh bien, vous aurez une partie des gens qui ne feront plus confiance aux résultats des urnes, à toutes les institutions qui garantissent la sincérité du scrutin. Et ça, c'est un problème, parce que si on ne peut plus trancher nos désaccords par le dialogue, il ne reste plus que l'opposition brutale, le rapport de force violent. Tout à l'heure, vous avez parlé du mensonge. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde est persuadé que tous les politiques mentent à un moment donné. Alors, pour la bonne cause ou pour la mauvaise cause, mais ils mentent.
Mais par contre, quand on montre à un complotiste que sa théorie ne tient pas debout, il y a eu mensonge quelque part, il ne s'insurge pas comme si c'était un mensonge de leur gamin. Oui, en fait, c'est un peu contradictoire tout ça. Non, mais c'est intéressant parce que le complotisme, au fond, ce phénomène-là, ce sont des gens qui crient toute la journée à la manipulation sans se rendre compte qu'ils sont manipulés. Et que la seule manipulation, c'est celle qui leur fait crier la manipulation. Voilà. Donc ce sont soit des dupes d'un mensonge, soit les complices zélés d'un mensonge complotiste. Et il ne faut pas négliger non plus cet aspect-là. Il y a des gens pour qui la question du vrai et du faux est de toute façon secondaire. Ils n'en ont rien à faire. Voilà. Ça intéresse éventuellement les démocrates, les gens pour qui la question de la vérité elle est vitale pour la démocratie. Vous savez, il y avait Jean-François Revel qui écrivait que la démocratie ne peut pas vivre sans la vérité, le totalitarisme ne peut pas vivre sans le mensonge. La démocratie se suicide si elle se laisse envahir par le mensonge, le totalitarisme s'il se laisse envahir par la vérité. Voilà. Donc il y a un lien très fort entre les deux, et le grand coup de force cognitive du totalitarisme, c'est de brouiller justement la frontière entre le vrai et le faux. Et c'est même de dire que la vérité, c'est quelque chose de relatif. Chacun sa vérité. Voilà. Il n'y a pas vraiment quelque chose qu'on pourrait appeler la vérité. Or, si, il y a des faits. Il y a des choses qui se passent et des choses qui ne se passent pas. Voilà. J'attaque l'Ukraine, mais c'est parce qu'il m'a attaqué le premier. Pardon ? J'attaque l'Ukraine, mais c'est parce qu'il m'a attaqué le premier. Par exemple. Voilà, oui, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que en démocratie, oui, la question de la vérité est importante. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'attendre du politique, des politiques, qu'ils disent tout le temps la vérité. Parce qu'au fond, ce n'est pas pour ça qu'on les paye. Un gouvernant, c'est comme un capitaine de vaisseau, si vous voulez, d'un navire. Il est là pour vous amener à bon port, pour vous désigner un cap et pour vous ramener à la maison, d'une certaine manière. Là où vous voulez aller. On ne lui demande pas forcément de nous dire exactement pourquoi il fait ce qu'il fait. Ça, c'est le travail des scientifiques, c'est le travail des journalistes. C'est pour ça que ce sont des pouvoirs, des contre-pouvoirs très importants en démocratie. C'est pour ça que la déontologie journalistique est absolument cruciale. Et que c'est encore pire quand les journalistes mentent ou dissimulent la vérité que quand ce sont des politiques qui le font. Vous avez des grands politiques dans l'histoire qui ont menti et d'une certaine manière, on leur rend grâce de ça. Gouverner, c'est pas forcément dire la vérité toujours. Ça, c'est un idéal. C'est l'idéal mendésiste, par exemple. Pierre Mendès France, il voulait pouvoir gouverner en disant la vérité aux gens, en disant les problèmes. C'est comme ça qu'il a essayé de gouverner pendant un peu plus de 6 mois, d'ailleurs, et c'est tout à son honneur. Et ça doit rester pour nous, enfin pour moi en tout cas, ça l'est, en point de mire, quelque chose de souhaitable. Parce que dire la vérité aux gens, c'est considérer qu'ils sont suffisamment adultes et suffisamment dignes pour entendre la vérité. Voilà. Donc ce n'est pas les mépriser, c'est le contraire du mépris. Ça, c'est très important. Les démagogues, c'est le contraire. C'est les gens qui vont essayer de maquiller les choses, de mentir, de raconter des boniments. Et le grand paradoxe, c'est que très souvent, leur base sympathisante va les créditer de parler vrai. Chez les Trumpistes, vous avez des gens qui disent « oui, mais lui, au moins, il nous dit la vérité ». Ce qui est fou, c'est qu'on a répertorié les milliers de mensonges, de contre-vérités, de fake news ressassés par Donald Trump, mais il n'en demeure pas moins que ses partisans considèrent que lui, au moins, il parle vrai. Voilà. C'est très paradoxal, mais je ne crois pas qu'en réalité, il respecte ses électeurs ou ses sympathisants ou sa base électorale en se comportant comme ça. Il se comporte comme un populiste et comme quelqu'un qui a un rapport à la vérité qui est instrumental. C'est-à-dire, si ça me sert, c'est très bien. Si ça ne me sert pas, je raconterai des mensonges. C'est quand même celui, Donald Trump, qui a théorisé ce qu'il appelle l'hyperbole véridique pour ce qui est le domaine de l'économie, du commerce, mais il l'a appliqué à la politique, puisque ce qu'il dit, c'est lorsque vous voulez vendre un objet, un produit, il faut le vanter comme si c'était le meilleur du monde, même si c'est faux. Et au contraire, quand vous voulez dénigrer un produit, il faut expliquer que c'est le pire du monde. Mais regardez, c'est exactement ce qu'il fait en politique. Et ce qui est fou, c'est que ça marche. Voilà. Et ça marche parce que il a en face de lui des gens qui sont prêts à entendre ça, ou en tout cas
à considérer que c'est secondaire, que la conformité du discours au réel, c'est ça la vérité, est secondaire. Et c'est ce qu'on a appelé d'ailleurs, depuis quelques années, la post-vérité. C'est-à-dire l'idée que les faits comptent moins que les émotions, que ce qui passe dans un discours. Voilà. Les émotions sont aussi des éléments importants. On a besoin de leaders. Trump, on peut en penser ce qu'on en veut, c'est un leader quelque part. Il est capable de mobiliser une foule, même s'il raconte des bobards. Donc est-ce que derrière, les gens sont crédules parce qu'ils sont désinformés, parce qu'il y a une baisse de la... comment dirais-je, de l'éducation. Il y a une baisse éducative, il y a une désinformation, une déséducation, je ne sais pas comment on pourrait dire, excusez-moi. Et puis, de l'autre, ça leur fait plaisir parce qu'ils flattent un peu les gens dans le sens du poil. Oui, je crois qu'il y a de ça. Alors, il faudrait identifier les grands facteurs. Est-ce que la baisse du niveau d'éducation générale? Probablement. Ça ne joue pas pour le mieux. Les manières de s'informer, le fait que l'économie de l'attention dont je parlais tout à l'heure, les réseaux sociaux jouent à plein sur nos biais cognitifs, sur les illusions mentales qu'on produit en permanence, parce que nous ne sommes que des êtres humains traversés par des émotions, des opinions, des croyances, etc. Donc voilà, il faut être indulgent un peu avec nous-mêmes aussi, c'est ça que je veux dire. C'est très difficile de s'informer correctement. Bon. Mais... Juste en passant là-dessus, pardon. Les enseignants s'insurgent aujourd'hui parce que les jeunes apprennent plus sur les réseaux sociaux que dans la classe. La question, c'est qu'est-ce qu'ils apprennent, voilà, et où ils vont, à quelle source vont-ils s'abreuver, parce que C8. Internet, alors ça n'existe plus C8, ça y est depuis quelques jours, mais Internet, c'est un formidable outil, y compris d'apprentissage, d'éducation, etc. Mais comme vous le savez, j'enfonce une porte ouverte, on y trouve le pire et le meilleur. Et la désinformation a vraiment la partie facile, quoi. Surtout quand les algorithmes de ces grandes plateformes qui essaient de convertir notre attention, notre temps de cerveau disponible en revenus publicitaires, puisque c'est ça le modèle économique de ces plateformes, elles considèrent que la désinformation, c'est pas grave. Au contraire, ça leur rapporte de l'argent, de certaine manière. On a des plateformes aujourd'hui qui rémunèrent la désinformation. Il faut être conscient de ça. X, la plateforme, le nouveau nom de Twitter, la plateforme d'Elon Musk, c'est une plateforme qui rémunère littéralement des désinformateurs, et grassement. Il les rémunère très bien. Ce que je voulais dire tout de même, c'est qu'on a notre civilisation, notre culture occidentale, française en particulier, européenne, valorise le doute. Depuis Descartes, le doute cartésien, c'est un moment de la réflexion, de comment s'orienter. Mais le doute cartésien, c'est un doute méthodique. Ça n'a absolument rien à voir avec cette posture endossée par les complotistes, consiste à dire « Ah, mais moi, je ne fais que douter ». Non, très souvent, lorsqu'on les écoute, on prend la peine de les écouter, on s'aperçoit qu'ils sont très assertifs, qu'ils ne sont pas du tout dans le doute. Le doute, c'est la suspension du jugement. Le complotisme, c'est la suspicion mal placée. Et la suspicion, ce n'est pas du tout la suspension du jugement. C'est plutôt le préjugé. On n'est pas dans l'esprit critique. On n'est pas dans l'esprit critique. Donc je pense qu'il ne faut pas se laisser duper par ce discours qui n'est qu'un discours d'accompagnement du complotisme et de justification intellectuelle du complotisme, qui est de dire « Mais non, les complotistes ne font que douter, ce sont des sceptiques ». Ça n'est pas vrai. Alors là, pour le coup, plus de 15 ans d'études, d'observation de ce phénomène, on n'est pas face à des gens qui doutent. Parce que quoi, ils douteraient de tout sauf de leurs propres doutes. Je doute donc je crois. Je doute donc je crois. Oui, mais pour moi, c'est pas du doute. Encore une Bien fois. sûr. C'est je crois, donc je fais semblant de douter. C'est plutôt ça. Vous savez, il y a une phrase de Claude Lanzmann que j'aime beaucoup, qui est la haine préexiste à ce dont elle prétend s'originer. La haine préexiste à ce dont elle prétend s'originer. C'est-à-dire que d'abord, il y a la haine. Ensuite, en deuxième temps, il y a le discours d'accompagnement, de justification intellectuelle de la haine. C'est-à-dire que le racisme, par exemple, c'est un discours de rationalisation d'une pulsion violente, voire meurtrière. Et pour l'essentiel, je crois que c'est ça la réalité du complotisme, la vérité du complotisme. C'est que
c'est un habillage pseudo-rationnel d'une pulsion d'agression. Voilà. Et c'est pour ça que le complotisme dit plus de ses auteurs que des cibles qu'il se choisit. Vous savez, il y a un faux très connu dans l'histoire des faux documents, c'est les protocoles des sages de Sion. C'est un texte qui décrit un plan de domination du monde par les Juifs. C'est un texte qui a été utilisé abondamment par les antisémites, notamment par l'Allemagne nazie, par le régime hitlérien, et qui a eu des effets politiques et des effets dramatiques. C'est-à-dire que ça a accompagné le passage à l'acte génocidaire, vraiment. Parce qu'effectivement, si on fait face à un complot juif mondial pour nous corrompre et s'emparer de toutes les richesses, il faut y mettre fin, donc il faut persécuter les Juifs, etc. C'est un faux. On sait que c'est un faux depuis plus de 100 ans. Ça a été démontré parce que c'est un plagiat d'un texte écrit 40 ans plus tôt. Bon. Donc on sait que c'est un faux, on sait que ça a été forgé à des fins malveillantes. Mais qu'est-ce que ça dit ? Est-ce que ça dit quelque chose des Juifs ? Non. Ça dit quelque chose des antisémites, les protocoles. Ça dit quelque chose des complotistes, des gens qui fantasment sur un complot mondial des Juifs, etc. Donc je crois qu'il ne faut pas inverser les choses. En tout cas, qu'il faut remettre debout, ou à l'endroit, le process du complotisme. D'abord, on se choisit une cible, une conclusion, et puis ensuite on va essayer d'étayer par induction, comme ça, avec des arguments, cette conclusion qu'on a écrite au départ. Au départ du complotisme, il y a l'idée que la version qu'on propose là est mensongère. Voilà. On nous ment, donc de toute façon, je vais chercher autre chose. Vous savez, un truc très intéressant. On s'est aperçu que les mêmes personnes pouvaient adhérer simultanément à des énoncés qui pourtant se contredisent, à des énoncés complotistes qui se contredisent. Il y a une étude qui montre que vous avez les mêmes personnes, par exemple, qui adhèrent à l'idée que la princesse de Galles, Lady Di, Diana, a été assassinée dans un complot politique qui implique la famille royale britannique, et que donc elle n'est pas morte dans un accident de voiture, mais que tout ça est un assassinat maquillé, en accident, et l'idée qu'elle serait toujours en vie. C'est intéressant, parce que c'est comme le chat de Schrödinger, quoi, à la fois vivant et mort. Soit elle est en vie, soit elle a été assassinée, mais ça ne peut pas être les deux en même temps. Alors que disent les chercheurs qui ont été très étonnés de trouver ces résultats ? En fait, c'est une prédisposition à croire à une théorie du complot. C'est-à-dire, en gros, si on leur disait qu'elle a été assassinée ou qu'elle est toujours en vie, ils ne seraient pas si étonnés que ça. Au fond, la seule chose à laquelle ils croient, c'est qu'on leur ment. Ce qu'ils croient, c'est que la version dite officielle est mensongère, est manipulatrice. Mais au fond, la réalité, c'est secondaire. Quoi. Oui, Hitler n'a pas été... ne s'est pas c'est suicidé. Voilà. Oui, c'est partie d'une grande théorie du complot, ça. Ouais. Etc. Donc on est toujours là dans un sentiment de doute, mais d'un doute malsain. Moi, je ne crois pas qu'on soit dans le doute. D'accord. Moi, je ne crois pas qu'on soit dans le doute. Je pense qu'on est dans la posture de celui qui doute et qui est en réalité dans une forme de croyance très, très affirmée. On est chez quelqu'un qui est convaincu et qui est très souvent, moi j'ai l'habitude de dire, si vous êtes face à un complotiste, vous ne pouvez pas vraiment discuter. Quoi. Il n'en sortira rien de votre discussion. Ils ont une voix très forte. Ouais. Quelqu'un avec qui vous pouvez encore discuter, avec qui vous pouvez encore échanger des arguments, qui reconnaît éventuellement ses torts, qui est dans la concession. Ce n'est pas vraiment un complotiste convaincu. Un complotiste convaincu, vous avez beau réfuter par A plus B ce qu'il vous dit, il va revenir avec 10 nouveaux contre-arguments, tous aussi contestables, mais il s'attachera à sa croyance parce que ce qui est en jeu, c'est autre chose. C'est éventuellement un enjeu narcissique, psychologique, politique, idéologique, ou alors c'est son portefeuille. Il fait de l'argent avec ça, donc il n'a pas envie d'arrêter, donc il sera de mauvaise foi. Mais vous ne le convaincrez pas. Voilà, c'est pas un échange entre honnêtes hommes, comme on disait à l'époque des Lumières, des gens qui sont prêts à accepter qu'ils peuvent être dans l'erreur, qu'ils peuvent changer d'avis. Moi, par exemple, si on me dit demain que, je ne sais pas, telle théorie du complot ou que telle proposition que je considère comme complotiste aujourd'hui, par manque de preuves, en fait est vraie, je n'aurais pas de mal à le reconnaître. En fait, j'ai pas d'enjeu à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce que c'est étayé ? Les complotistes, je peux vous assurer qu'eux ne changent pas d'avis. Ils resteront sur leur idée de départ. Voilà. Comment peut-on rester journaliste dans cette...
Je dirais dans l'atmosphère dans laquelle on baigne, les IA peuvent raconter plus de choses qu'un journaliste. Ouais. On est dans une période de guerre où les frontières sont dépassées. Hein. On peut tuer 2000 personnes en faisant sauter leur téléphone dans une seule fois, un petit déclic sur un bouton, etc., etc. C'est pas simple de survivre en tant que journaliste avec cette déontologie dont vous parliez tout à l'heure. Non, et c'est vrai que il faut bien mesurer la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on est des enfants gâtés de la démocratie. Moi, je suis né sous un régime démocratique. J'espère ne pas en voir la fin de mon vivant. Mais je dois dire que je suis de moins en moins optimiste sur cette issue-là. C'est peut-être tout ça qu'une parenthèse. Il n'y a aucune nécessité historique à ce que la démocratie perdure. Pour qu'une démocratie perdure, il faut des démocrates. Il faut des gens qui soient attachés à ça, qui se battent pour ça. Très franchement, je me pose ces questions-là, je ne sais pas. Mais on est des enfants gâtés parce qu'on ne s'aperçoit pas la chance qu'on a de vivre dans des pays où on a une presse libre. En gros, les journalistes ne se font pas assassiner. Quand ça arrive, c'est par des djihadistes. Une presse libre, pluraliste. On peut s'informer sur toutes sortes de sujets. Il y a de la presse spécialisée, il y a de la presse de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. Il y a tous les horizons possibles. Bon. On peut croiser ça, on peut... Bon. Et ça, c'est pas éternel. C'est lié à des conditions très concrètes. Ça n'a pas toujours existé. Et il y a plein d'endroits dans le monde où ça n'existe pas. Donc, on a la chance d'avoir une profession qui est dédiée à ça, à aller chercher les faits, à nous les rapporter, sans trop les modifier, mais en tout cas à nous rapporter le plus candidement possible ce qui se passe. Et les gens qui font ça, les journalistes, parfois ils prennent des risques pour leur vie et parfois ils perdent leur vie pour le faire. Y compris des journalistes français, hein. On en a qui sont morts en Ukraine. Donc vous avez cette profession qui fait ça, qui n'a rien à gagner à nous raconter une histoire plutôt qu'une autre, qui essaie de restituer les faits. Et encore une fois, ce sont des êtres humains, ils ont des limites, ils ont des biais cognitifs, ils ont des visions du monde, des opinions, des idéologies, etc. Mais globalement, quand vous lisez Le Figaro ou Libé, on est d'accord sur les faits, sur ce qui s'est passé. On n'a pas la même interprétation, et c'est bien normal, mais on est d'accord pour dire, par exemple, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine et pas le contraire. Voilà. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Donc vous avez une profession qui fait ça, des gens qui parfois risquent leur vie et la perdent juste pour nous informer, pour nous dire ce qui se passe à des dizaines de kilomètres ou parfois à côté de chez nous. Et puis à côté de ça, vous avez tout un secteur qui est apparu, dit alternatif, des médias alternatifs, qui s'autoproclament médias de réinformation, en fait c'est des médias complotistes pour l'essentiel, qui se posent en procureur, en juge de la presse dite mainstream, presse grand public, professionnelle, et tout ça par des gens qui ne prennent aucun risque, qui restent derrière leur écran de smartphone ou d'ordinateur, et qui gagnent de l'argent en faisant ça, parfois, parce qu'ils monétisent en plus leur activité sur les réseaux sociaux. C'est très facile de mettre en circulation n'importe quoi, des fausses nouvelles très sensationnalistes, d'engranger, et puis de passer à autre chose ensuite, en rendant jamais aucun compte, d'ailleurs. Alors quand ça concerne des sujets qui ont trait à la santé, ça peut avoir des effets absolument catastrophiques, parce que ça contribue par exemple à faire baisser la couverture vaccinale, par exemple sur la rougeole. On voit revenir des cas de rougeole chez les nourrissons, donc des bébés qui meurent de la rougeole, alors que ce n'était pas le cas pendant des années et des années. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, ce discours anti-vax, qui est basé sur une forme de complotisme et de désinformation. De complotisme, pourquoi ? Parce que quand vous êtes anti-vax, ça suppose de dire que en fait, les vaccins sont mauvais, sont nocifs pour la santé, et que donc nos institutions sanitaires, nos autorités sanitaires, européennes, françaises, etc., sont quoi ? Sont dans la combine ? Elles savent que c'est mauvais pour nous, et elles nous incitent quand même à nous vacciner. Donc c'est un discours complotiste. Hein. Donc il faut bien avoir conscience que ça se paye en vie humaine à la fin, ces choses-là. Donc voilà, c'est quelque chose qui me met assez en colère. On a des informateurs qui tirent les marrons du feu, qui arrivent à gagner leur vie comme ça, en faisant le procès de gens qui, eux, font leur métier correctement, et qui sont des vrais parasites, si vous voulez, du
système informationnel. Voilà. Quand ils ne sont pas carrément des relais de propagande épaisse et mortifères qui viennent de régimes autoritaires, qui eux ont bien compris l'intérêt qu'ils avaient à saper les bases de la confiance qu'on a dans notre système démocratique. Parce que avoir des démocraties à leurs frontières, ça les menace existentiellement, ces régimes-là. Bien sûr. On a entendu parler, alors peut-être est-ce un complot, des officines russes qui diffusent des informations, des fake news à haute dose. C'est une réalité ou... Ah oui, c'est une réalité. C'est une réalité plus que documentée, et même documentée à travers l'histoire, parce que ça n'a pas commencé avec le régime de Vladimir Poutine. Poutine, c'est un officier du KGB, il était formé comme ça, et le KGB a une longue histoire de manipulation de l'information, ce qu'on appelait les mesures actives, et notamment de manipulation de l'information à coup de théorie du complot. Le grand public ne le sait pas toujours, mais je renvoie nos auditeurs au livre exceptionnel de David Colomb, l'historien David Colomb, qui s'appelle « Les guerres de l'information », qui est un livre récent, et qui montre que, par exemple, les théories du complot sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy ont été amplifiées très sciemment, délibérément, dans le cadre d'une opération du KGB dans les années 60. Que la théorie du complot qui porte sur le sida, cette maladie qui apparaît au début des années 80, dont on ne sait pas ce qu'elle est au début. Au début, le sida, ça tue beaucoup chez les Noirs et chez les homosexuels. Et donc, il y a l'idée que ce serait une arme biologique à la fois raciste et homophobe. Et que tout ça aurait été créé par l'extrême droite, dans les laboratoires secrets du Pentagone, etc. Puis ensuite, on s'aperçoit que c'est une maladie qui touche tout le monde, en réalité, et on en identifie l'origine. Mais l'idée que ça a été créé dans un laboratoire secret du Pentagone, c'est une idée qui va être largement amplifiée par une opération du KGB, qui est très bien documentée, opération Infection. Et comment elle est documentée ? Parce qu'après la chute du mur de Berlin, les Américains, pour reprendre la coopération scientifique sur le sida avec les Russes, leur ont dit, très bien, mais on conditionne cette reprise à l'ouverture des archives du KGB concernant cette période-là. Donc vous avez des historiens qui ont travaillé là-dessus, et qui ont montré, par la preuve, qu'il y a bien eu une opération d'intoxication de l'opinion publique occidentale, opinion publique qui, comme elles sont dans des régimes de liberté, dans des sociétés ouvertes, sont particulièrement vulnérables à la désinformation. La Corée du Nord, elle n'est pas vulnérable à la désinformation venue de l'Ouest. C'est nous qui sommes vulnérables à ça. Juste un point là-dessus. Vous savez, depuis un peu plus de 30 ans, on réfléchit dans les relations internationales sur une catégorie inventée par un spécialiste des relations internationales qui s'appelle Joseph Nye, et qui a distingué en 1990, dans un article assez fameux, entre hard power et soft power. Le hard power, c'est le pouvoir des armes, les têtes nucléaires, les tanks, les sous-marins, etc. Le soft power, c'est le pouvoir de subjugation d'un pays, d'une nation, subjugation par la force de son modèle culturel. En gros, Joseph Nye explique que l'Amérique a gagné la guerre froide autant grâce à ses missiles qu'à Disneyland, et Hollywood, et le rock'n'roll, et le Coca-Cola, et le McDo, etc. C'est-à-dire que, en gros, l'Amérique a rendu son modèle de société, l'American Way of Life, désirable, souhaitable. Et donc, tout le reste du monde s'est mis à l'imiter, parce que l'Amérique, c'était la prospérité, c'est sympa, c'est cool, etc. Ça, c'est du soft power. Mais ce que font aujourd'hui des régimes autoritaires comme la Chine ou la Russie, particulièrement la Russie, à travers des médias de propagande et des proxys et des fermatrolles qui vraiment agissent, quoi. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pas du soft power, c'est pas de rendre désirable leur modèle de société auprès du public occidental, ou français ou européen, c'est de rendre haïssable notre modèle de société. C'est très différent. C'est de dire, votre modèle occidental, la démocratie libérale, est condamné. Il est corrompu, il n'a plus rien à offrir, il est dégénéré, regardez, c'est les woke au pouvoir, les LGBT au pouvoir, partout, etc. Ça nuit aux valeurs traditionnelles, familiales. Donc, vous êtes condamné et de toute façon, c'est le chaos chez vous, etc. Ça, c'est très différent, c'est pas du soft power. C'est ce que des chercheurs ont proposé d'appeler du sharp power. Sharp, ça veut dire perçant. Donc, les théories du complot, elles peuvent être utilisées dans ce genre de stratégie
dites de Sharp Power. Et là encore, il ne faut pas être naïf à cet égard. On est en guerre, disait M. Macron. L'information aussi ? Oui, je crois. Je crois que l'information est l'enjeu d'une guerre. Ça me paraît assez clair, et d'une guerre asymétrique. C'est-à-dire que lorsque vous luttez contre la désinformation, c'est comme si vous étiez à cloche-pied et un bras attaché dans le dos. En raison d'un phénomène qu'on appelle souvent la loi de Brandolini, parce que ça a été énoncé par un type, je crois, un informaticien qui s'appelait Brandolini, et qui dit que, en gros, la quantité d'énergie nécessaire pour pour réfuter et critiquer une fake news, une rumeur ou une théorie du complot est supérieure d'un ordre de grandeur à la quantité d'énergie nécessaire pour mettre en circulation cette rumeur, cette fake news, cette théorie du complot. C'est-à-dire que les désinformateurs ont toujours un temps d'avance. C'est normal, hein. Ça ne leur coûte rien de raconter n'importe quoi. Contester ce n'importe quoi, ça prend du temps. Ça suppose, pour le faire bien, d'enquêter. Ça peut prendre entre quelques minutes, si ça a déjà été démonté, si le mensonge est déjà connu, à plusieurs semaines d'enquête, pour réfuter le faux. Or, le faux, non seulement est facile à produire, mais il est peu coûteux à produire. Là, on est face à une sorte d'effet ciseau entre un effondrement du coût de production du faux et une augmentation de coûts si vous voulez, de production de l'information à haute valeur ajoutée. C'est-à-dire que ça prend du temps et de l'énergie et des moyens de réfuter toutes ces fake news. Et donc, il y a une sorte de stratégie, d'ailleurs, des désinformateurs, dite de l'attrition, qui consiste à épuiser l'adversaire, même à produire des fake news massivement. Ça, le grand public ne le voit pas, on n'a pas forcément conscience, mais nous, je vous assure, quelque chose qu'on voit au quotidien, massivement pour noyer tout ce qu'on appelle les fact-checkers, c'est-à-dire les gens qui sont chargés de vérifier les faits, les journalistes, etc., et donc de les prendre un peu comme les yeux des lapins dans les phares, quoi, de provoquer une sorte de paralysie du système informationnel, puisque si on passe son temps à démonter des fake news, on n'a même plus le temps d'informer. Voilà. Et ça, les désinformateurs professionnels, stratégiques, l'ont bien compris. Donc oui, c'est une forme de guerre, c'est une guerre asymétrique, et c'est une guerre qu'il faut mener, qu'on nous mène, à nous, démocratie, mais qu'il faut mener, parce que la politique de la chaise vide ne produit pas de résultats, et parce qu'on est sûr de perdre les batailles qu'on ne mène pas. Voilà. Donc oui, il faut la mener. Il y a des propositions sur la table pour cela. La régulation en fait partie, mettre davantage les désinformateurs face à leurs responsabilités, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans un régime de très grande impunité, en réalité, et puis sensibiliser le public, les gens, aux dangers, aux écueils de cette désinformation. Encore une fois, si on veut correctement s'informer, aujourd'hui, on en a les moyens. Encore faut-il le vouloir. Voilà. Mais le réguler, par exemple, ça s'apparente quand même un peu à la censure. Non, je crois pas. Je crois qu'il y a pour le coup, beaucoup de confusion autour de la censure, de ce qu'on appelle la censure, avec beaucoup de légèreté. Vous savez, la censure, c'était empêcher les choses d'être publiées. C'est ça, la censure. Ça existait longtemps, hein, de la part de l'Église, de la part du pouvoir politique aussi. Vous ne pouviez pas, sous le Second Empire, publier n'importe quoi. Hein. Ça passait par la censure, et puis soit on caviardait votre texte, soit vous ne le publiez pas du tout. Bon, ça n'existe plus, bien heureusement. Ce qui vient encadrer la liberté d'expression, ce n'est pas de la censure, c'est des garde-fous démocratiques pour faire en sorte que la liberté ne soit pas la liberté du renard dans le poulailler. C'est très différent. Si j'écris un livre qui vous diffame, eh ben vous pouvez m'attaquer en justice et je serai condamné si je vous diffame. Ben ça, c'est un garde-fou à la liberté d'expression, pour que votre liberté d'expression, enfin que la mienne, ne vienne pas empiéter sur votre liberté à ne pas être diffamé, à ne pas être calomnié. C'est aussi une liberté publique. Donc, vous savez, avec beaucoup de légèreté, on explique que les Américains, ils ont une conception de la liberté qui est souvent qualifiée de libertarienne, avec l'idée qu'on peut tout dire, que tout ça est garanti par le premier amendement. Oui et non, hein, parce qu'aux États-Unis aussi, vous pouvez être poursuivi pour diffamation, en réalité. Donc vous ne pouvez pas dire tout ce que vous voulez. Et il y a une chose qui existe aux États-Unis qui n'existe pas ici, c'est les indemnités, les dommages et intérêts cumulatifs. Quand vous êtes condamné au civil, vous pouvez être condamné à 1 milliard plus
de dollars. En France, ça n'existe pas, ça. On considère que c'est exorbitant de droit commun et que vous ne pouvez pas condamner quelqu'un à 1 milliard d'euros de dommages et intérêts. Donc c'est des systèmes juridiques, judiciaires différents. Et c'est des histoires différentes aussi. Pourquoi en France on punit le racisme, la haine sur la base de la religion, de l'orientation sexuelle ou de l'ethnie ou de l'appartenance ethnique, etc. Et pas aux États-Unis? Mais parce qu'on n'a pas les mêmes histoires aussi. Pourquoi on a une loi contre le négationnisme et pas aux États-Unis? Pour les mêmes raisons. Donc la question, c'est où est-ce qu'on place le curseur en matière de liberté d'expression? Et si on doit le placer, si on doit, être plus libéraux en matière de liberté d'expression, c'est à nous d'en décider. Ce n'est pas un milliardaire non élu, comme Elon Musk. C'est à nous de le décider démocratiquement. On a quelques milliardaires qui maîtrisent les organes de presse en France. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a une grande partie de la presse qui dépend de groupes qui sont dans l'escarcelle, effectivement, de gens très riches, de milliardaires. Est-ce à dire que ces milliardaires dirigent les médias qui leur sont associés? Mon expérience me dit que non. Moi, par exemple, je travaille pour un journal qui s'appelle Franc-Tireur, qui dépend d'un groupe qui s'appelle CMI, pour Czech Media Investment, qui est le groupe d'un milliardaire tchèque qui s'appelle Daniel Kretinsky, mais il est aussi propriétaire de Journal Marianne, de Elle, d'autres journaux. Et je vous assure qu'entre Franc-Tireur et Marianne, on ne dit pas la même chose. Et que par ailleurs, on n'est pas sur la même ligne éditoriale et qu'il n'y a pas de pression. Et que moi, quand j'écris quelque chose, personne vient me le censurer. Ou me dire, ah non, là, voilà. Donc, mais ce qui garantit de toute façon le fait que... Ce qui serait inquiétant, c'est si tout était possédé par un seul milliardaire. Dans la mesure où il y a un pluralisme qui est garanti, bon, ce que ne dira pas le journal X, le journal Y le dira, le sortira. Et c'est ça qui est sain, c'est cette pluralité-là. Pour conclure peut-être un petit peu notre première partie, vous êtes plus optimiste, je vous sens plus optimiste là que ce que vous disiez tout à l'heure. Écoutez, d'abord, il ne faut pas être déraisonnablement pessimiste. Il y a toujours des raisons de se dire que tout n'est pas joué. Parce que tout d'abord, la vie, c'est que la nouveauté peut émerger. Vous savez, avant Internet, on ne savait pas, on n'imaginait pas ce qu'Internet allait modifier. Et c'est formidable, Internet, comme outil. Je ne suis pas je suis pas technophobe, je ne dis pas que c'est le mal et qu'il faut essayer d'en faire le mieux possible, de limiter ces externalités négatives, quoi. Donc, mais c'est une révolution formidable, Internet. Et ce n'était pas prévisible. Personne ne l'avait imaginé. Quand vous regardiez les films de science-fiction, même du début des années 80, on n'imaginait pas Internet et le smartphone et des choses comme ça. Imaginez aller en vacances sur la Lune. Oui, donc, il y a de la nouveauté, il y a du nouveau, il y a des solutions qui arrivent et l'humanité, c'est ça l'histoire de l'humanité quand même. Il y a du progrès. Donc, il ne faut pas voir les choses en noir, quoi. Mais il y a un point de préoccupation sur le sujet qui me préoccupe, le complotisme, c'est que, en gros, les jeunes y adhèrent plus, sont plus exposés, sont plus perméables à ces idées-là, à cet imaginaire-là. Ils le sont pas parce qu'ils sont jeunes, ils le sont parce qu'ils sont jeunes maintenant. Et c'est directement lié, on le sait, à leur manière de s'informer, d'accord ? À leurs outils. Leur manière de s'informer les expose plus que les générations qui les ont précédées aux théories du complot, donc elle influence leur perception durablement même. Ils sont socialisés comme ça. Donc il n'y a pas de raison de penser que leur vision du monde complotiste va se résorber ou significativement s'effondrer parce qu'ils vont vieillir ou gagner en âge, et donc ça s'agir. Ça, a priori, non. Donc ça veut dire aussi que sur cette tendance-là, par simple remplacement générationnel, dans 10 ans, dans 20 ans, on vivra dans une société où ces idées-là, cet imaginaire-là, il sera plus présent qu'il ne l'est aujourd'hui. Or, il est corrélé plutôt à une pathologie des démocraties. Là où il y a beaucoup de complotisme, la démocratie ne se porte pas bien. Donc, soyons attentifs à ça, soyons vigilants avec ça, et essayons collectivement d'en prendre conscience pour essayer de le combattre. Voilà. Parlons laïcité. Une émission proposée et préparée par RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir.
RERS Évry Centre Essonne propose une formation valeurs de la République et laïcité. Dans un contexte social et politique marqué par les tensions et les crispations autour du fait religieux, RERS Évry Centre Essonne propose une formation valeurs de la République et laïcité. Dans un contexte social et politique marqué par les tensions et les crispations autour du fait religieux, la laïcité est souvent mal comprise. La formation valeurs et République de la laïcité a été conçue pour permettre aux stagiaires de contribuer à promouvoir la concorde universelle et partager les valeurs de la République au quotidien. La formation valeurs de la République et laïcité permet aux agents publics, aux professionnels et aux bénévoles associatifs d'être au clair avec le principe de laïcité, de mieux comprendre comment l'appliquer et l'expliquer dans l'exercice de leur métier. Cette formation est reconnue par le contrat d'engagement républicain. Son coût est pris intégralement en charge par l'État. Pour en savoir plus et connaître le calendrier des sessions à venir, contactez RERS au 09 79 73 45 77. Parlons laïcité, le débat. Merci Rudy pour cette première partie fort intéressante et je ne doute pas que notre public a plein de questions à poser maintenant avec tout ça. Donc, qui veut poser la première question ? Oui, bonsoir. Au travers de tout ce que vous avez pu dire ce soir, et je partage effectivement la quasi-totalité de vos propos sur la puissance du complotisme. Pour autant, selon la vieille expression que l'on connaît, à savoir « qui sème le vent récolte la tempête », ne pensez-vous pas que depuis, sans remonter très loin, mais depuis les débuts de notre 5e République, non pas les complots, mais les mensonges d'État qui ont pu être organisés ou provoqués, que ce soit en France, que ce soit en Europe, y compris aux États-Unis, ont peut-être été les terreaux de ce qui sert aujourd'hui aux complotistes. Je vais citer 3 exemples. Moi, je me souviens, j'étais jeune, en 1968, un fait divers, un vol Air France, Ajaccio-Nice, une caravelle, un accident disparaît en mer. Il a été dit à l'époque que c'était un phénomène technique, une erreur de pilotage. Il s'est avéré bien après, puisqu'une enquête a été rouverte par le procureur de la République de Paris en 2004, ça n'est pas très vieux, qu'en fait, il s'agissait d'un tir de missile de la marine française. Vous avez évoqué l'assassinat du président Kennedy en son temps, sans aller jusqu'aux complots qui ont pu être instrumentalisés par l'ancienne URSS. Il y a eu des mensonges sur l'organisation et sur la façon dont cet attentat s'était produit. Bref, on pourrait en citer énormément. Et on pourrait citer les disparitions d'hommes politiques français comme Robert Boulin, Joseph Fontanet ou le prince de Broglie. Il y en a eu beaucoup dans les années 60-70. Donc voilà, ma question, elle était là. Parce que finalement, on fait un constat du complotisme. L'objectif, c'est quand même d'essayer de réduire, si tant est qu'on puisse avoir des moyens, la façon dont le complotisme existe et risque, avec l'IA, malheureusement, je l'imagine, je le crains en tout cas, de se développer. Voilà, c'est à la fois des réflexions et puis votre sentiment là-dessus. Là où je vous rejoins, c'est que le mensonge politique, singulièrement en démocratie, ne facilite pas la tâche des gens comme nous qui essayons de lutter contre la séduction du complotisme. Donc bien sûr que ça participe d'un terreau de défiance, et c'est évident. Ce que je dis, moi, c'est que ce n'est pas le seul facteur. Parce que le fait qu'il y ait des conspirations, des manipulations, des complots, donc des mensonges, des conspirations du mensonge, j'en suis informé, si vous voulez. Et pourtant, je ne suis pas complotiste. Donc il n'y a pas de fatalité à devenir complotiste. Et en tout cas, ce n'est pas une justification dans le fait de reconnaître qu'il y a des mensonges et des complots et des conspirations. Il faut reconnaître que ça fonctionne comme ça, les sociétés humaines, et en démocratie, on voudrait que ça fonctionne mieux. Et il faut travailler à faire en sorte que les menteurs, les bonimenteurs soient sanctionnés. Ça, je suis entièrement d'accord, parce qu'ils font beaucoup de mal. Mais c'est presque une autre question pour moi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu des complots et des conspirations qu'on est fondé à considérer que tout est complot. Voilà. Et je dirais même qu'être instruit précisément de la manière dont les vrais complots se sont déroulés à travers l'histoire. Vous savez, les vrais complots dans l'histoire, c'est simple, c'est soit des assassinats politiques, soit des putschs, des coups d'État, soit, plus
plus récemment, des scandales politiques ou sanitaires ou financiers. C'est des moments où un groupe d'individus a fait en sorte de cacher la vérité, a conspiré, s'est entendu secrètement pour cacher la vérité. Bon. Ça, c'est bien documenté. On sait comment ça fonctionne, si vous voulez. Et quand on est familier de ça, on ne peut pas être vraiment complotiste, à mon avis. Parce que quand on est familier de ça, on s'aperçoit de tout l'écart qu'il y a entre les vrais complots tels qu'ils fonctionnent, plus ou moins bien d'ailleurs dans la vie réelle, et les complots tels que nous les donnent à voir les théories du complot. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes un complotiste sur le 11 septembre, vous pensez que le 11 septembre, ce n'est pas simplement un attentat terroriste djihadiste, d'accord, fomenté par une cellule d'Al-Qaïda, pour des raisons qui sont connues, mais qu'en fait, c'est en tout cas une attaque de l'intérieur, fomentée de l'intérieur de l'appareil d'État américain, déguisée en attentat djihadiste. C'est déjà pas le même complot, c'est plus compliqué à faire, c'est plus sophistiqué, d'accord ? Et des complots comme ça s'appellent des false flags, c'est pas la majorité des complots. Mais admettons. Faut encore croire, si vous êtes complotiste sur le 11 septembre en 2025, que ça fait bientôt 24 ans que donc des gens aux États-Unis ont comploté pour faire tout ça, donc potentiellement des milliers de personnes seraient dans la confidence. Mais que, non content de faire ce premier complot, qui s'est réalisé le 11 septembre 2001, depuis plus de 23 ans, ils continueraient à comploter pour empêcher que la vérité sorte, activement. Parce qu'en fait, un secret comme ça, il faut absolument agir pour qu'il ne sorte pas. Donc ça veut dire que vous doublez votre premier complot d'un deuxième complot, d'une sorte de conspiration du mensonge et du silence qui s'étend sur une plage de temps très large et qui implique un très grand nombre d'individus. Sauf qu'un complot de ce genre-là, tel que je viens de le décrire, on n'en a pas d'exemple dans l'histoire, dans toute l'histoire, vous pouvez chercher. Et donc, si c'est un vrai complot, si ça s'est vraiment passé comme ça, ce serait une sorte d'apax. C'est un complot tel qu'il n'y en a pas d'autres exemples dans toute l'histoire. Ce qui le rend quand même largement invraisemblable. C'est ça que je veux dire. Donc, pour ça que je pense qu'il faut s'intéresser aux complots tels qu'ils se sont déroulés, les vrais mensonges politiques, etc., pour comprendre la limite de ces complots et de ces mensonges. Vous savez, un grand penseur politique, la Renaissance, Nicolas Machiavel, qui en doit un ouvrage fameux qui est étudié par tous les préparationnaires au concours de Sciences Po, ou tous les étudiants de Sciences Po en tout cas, Le Prince de Machiavel, notre ouvrage de Machiavel qui est les discours sur la première décade de Tite-Live, où il parle il a un chapitre entier sur les conjurations, les conspirations. Et il dit quelque chose de très intéressant, il dit il y a 3 moments où le complot est fragile, c'est au moment de sa conception, au moment de son exécution et après. Et il explique qu'il donne comme exemple notamment la conjuration des Pazzi, qui était une famille à Florence, une famille noble, qui essayait de prendre le pouvoir contre les Médicis. Ils ont assassiné un des 2 frères Médicis, mais ils n'ont pas réussi à assassiner Laurent de Médicis, le deuxième. Et donc ça s'est retourné contre eux, ils ont été pourchassés, exterminés par les Médicis. Donc c'est un complot qui a quand même plutôt mal fonctionné. À la fin, ils meurent, les Pazzi. Machiavel considère que c'est un complot qui a réussi quand même. Vous voyez, c'est-à-dire que quand ça marche, les complots, ça marche quand même à moitié. C'est-à-dire que même quand un coup d'État réussit, au moment où il se produit, on sait que c'est un coup d'État et on sait qui était dans la confidence. C'est-à-dire qu'il est éventé au moment de sa réalisation. Des complots qui ne sont pas éventés pendant plus de 20 ans et qui impliqueraient un très grand nombre de personnes, sachant qu'à chaque fois que vous rajoutez une personne à la confidence, vous augmentez substantiellement le risque de réalisation qui soit connu de tous, c'est invraisemblable. Donc voilà. Bien sûr qu'il faut lutter contre le mensonge politique, pour être très clair, parce qu'on a parlé de ça tout à l'heure. Mais pas d'abord pour cette raison-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que c'est indépendant. On peut constater qu'il y a du mensonge et du complot, parce qu'il y en aura tant qu'il y aura des êtres humains en société, et en même temps ne pas céder à la séduction du complotisme. Quand vous avez parlé de vérité et de mensonge, j'ai repensé à l'affaire Lewinsky avec Clinton. Et ce qui m'avait frappé à l'époque du procès, c'était le fait qu'on accusait Clinton de mensonge, en fait. C'était le mensonge qui était mis en exergue dans l'affaire. Et du coup, je me dis, mais quid de ces vérités que les Américains affectionnaient tant maintenant ? Quid de cette vérité qui
qui a donné lieu à un procès retentissant pour un président états-unien des États-Unis. De mémoire, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu de procès. Il y a une procédure d'impeachment, mais elle n'a pas prospéré d'ailleurs. Oui, parce que dans la culture protestante, et l'Amérique, les Américains sont quand même très marqués par ces cultures protestantes, la question de la vérité, de dire la vérité, c'est très important. C'est pour ça que quand vous êtes touriste et que vous entrez aux États-Unis, on vous fait signer un document disant si vous avez été membre, si vous avez un projet terroriste aux États-Unis, bon, ça nous paraît fou, nous, ici. Mais donc, il ne faut pas mentir. Voilà. Et ce qui était grave, ce n'était pas tant la relation sexuelle extra-conjugale que le fait d'avoir menti au public et donc à ses concitoyens. Oui, mais c'est bien, si vous voulez, de considérer que la vérité, c'est une valeur en démocratie. Là, la crise de la démocratie américaine, elle va de pair avec l'éloignement de cet idéal-là. La question du vrai et du faux ne compte plus, ou pas autant qu'avant. Et vous savez ce qu'écrivait Hannah Arendt dans Les origines du totalitarisme. J'ai noté la citation parce que je n'aurais pas pu la citer de tête. Elle écrivait « Le sujet idéal de la domination totalitaire n'est ni le nazi convaincu, ni le communiste convaincu, mais celui pour qui les distinctions entre fait et fiction et entre vrai et faux n'existent plus. » Je crois que c'est tout à fait ça. Le sujet du totalitarisme, l'individu pris dans un système totalitaire, c'est celui pour qui le vrai et le faux est secondaire. Prenez Orwell, 1984, c'est ça. La vérité, elle est en permanence réécrite, elle est évolutive, elle est relative. Donc, voilà. Et donc, je crois qu'il ne faut pas céder à ça. Et je pense qu'il y a un courant idéologique qui a préparé quand même notre désaffection collective à l'idée du vrai. C'est l'idée de ce relativisme qui consiste à dire que la vérité, avec un grand V, ça n'existe pas vraiment. Non, si, ça existe vraiment. Là, ce soir, je n'ai pas compté précisément combien on était dans cette salle, mais on ne pourra pas affirmer qu'il n'y avait personne ce soir. On ne pourra pas affirmer non plus qu'il y avait 1 million de personnes réunies ici ce soir dans cette salle, parce que ce n'est pas vrai. Voilà, il y a des vérités de faits qui sont irréductibles au regard qu'on peut porter ou à l'interprétation qu'on peut porter des choses. Voilà. Alors, moi, j'ai bien aimé tout à l'heure, Rudy, quand tu nous as parlé de Sharp Power. Ouais. Et j'écoutais l'émission sur France Culture, le cours de l'histoire, hier, et il parlait justement d'un Sharp Power, finalement, d'un complot qu'a mis en place le Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale pour que les États-Unis rentrent en guerre contre les nazis. Et ils expliquaient dans cette émission que ce complot, c'était faire croire que les nazis avaient un projet d'envahir l'Amérique latine pour faire réagir les États-Unis pour qu'après ils puissent rentrer dans la guerre. Ouais. Donc, je voulais avoir un commentaire, si tu as connaissance de cet aspect historique là ou pas. Voilà, comme quoi on a quand même des pouvoirs étatiques parfois de mise en place de complots dans une butte ou de faire croire à une chose pour faire bouger l'ennemi ou l'allié. Les États-Unis de Roosevelt étaient en quasi-guerre avec les puissances de l'Axe avant l'entrée en guerre, puisque le pré-bail consenti aux Britanniques, c'était ça, c'était d'armer et d'aider les Britanniques, qui étaient tout seuls à un moment, entre 40 et fin 41. Donc c'était une administration, l'administration Roosevelt, qui préparait déjà la guerre. Et les gens qui ont voté pour Roosevelt le savaient. Ceux qui étaient isolationnistes, qui ne voulaient pas la guerre et qui voulaient l'entente avec notamment l'Axe et l'Allemagne nazie, ils votaient pour d'autres candidats. Donc voilà, Roosevelt ne mentait pas sur ses intentions de soutenir la démocratie en Europe. Mais l'entrée en guerre, on le sait pourquoi. L'entrée en guerre, elle est précipitée par l'attaque de Pearl Harbor. C'est-à-dire une des puissances de l'Axe, le Japon impérial. Donc une attaque surprise, dont rien n'indique que les Américains en aient eu connaissance préalablement, parce que c'est la grande théorie du complot sur Pearl Harbor. On a un long papier sur le sujet sur Conspiracy Watch, j'y renvoie vos auditeurs, qu'on a publié pour le 80e anniversaire de l'attaque de Pearl Harbor. Jusqu'à preuve du contraire, c'était vraiment une attaque surprise. Les Américains n'étaient pas au courant à l'avance. Parce que l'idée que les Américains étaient au courant à l'avance,
ça signifie quoi? Ça signifie que Roosevelt aurait laissé délibérément des Américains, civils et militaires, mais notamment civils, se faire tuer, se faire attaquer, pour avoir un prétexte pour entrer en guerre. Il était déjà du côté des Britanniques et de ce qu'allaient devenir les Alliés. Ce qui est intéressant, en tout cas ce qui est intéressant dans ce sharp power, du coup, c'est qu'on voit qu'un État qui utilise une théorie du complot pour faire passer un message, ça date pas d'hier finalement, qu'on voyait déjà ça même pendant la Seconde Guerre mondiale, et qu'on voit que ce n'est fait qu'amplifier. Quand on entend Poutine qui dit qu'il veut dénazifier l'Ukraine, on voit encore une fois une volonté d'utiliser une théorie du complot pour faire avoir un objectif politique donné, qui est celui d'envahir le pays. Oui, et d'envoyer des paramilitaires d'un groupe qui s'appelle Wagner, nommé comme cela parce que son fondateur était fasciné par le nazisme et la personnalité de Wagner, qui n'était pas nazi, mais qui était un des grands antisémites de son temps, et qui était le compositeur préféré d'Hitler et des nazis, en l'occurrence. Donc c'est pas pour rien. Non, mais c'est d'une mauvaise foi consommée, cet argument de venir sauver les Ukrainiens des nazis. Enfin, c'est absurde. Il faut vraiment le considérer comme quelque chose de propagandiste et d'absolument absurde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mouvements néo-nazis en Ukraine. Il y en a aussi en Russie. Ils sont ultranationalistes et poutiniens, en l'occurrence. Voilà. Bonsoir. Ce que je constate, moi, je suis un peu dépassée par tout ce que vous dites, mais on est donc manipulé par l'image, parce qu'en plus, les images qu'on voit dans les films, enfin, on voit des superpositions. Enfin, je trouve que bon, il y a ça. On est manipulé par l'écrit, si on lit les journaux, et puis par la parole de ce qu'on entend à la radio. Donc, je me dis, alors les médias en général nous manipulent en permanence, mais comment se protéger de ça? Enfin, se protéger ou avoir assez de recul, ou pouvoir prendre un peu de recul pour rester objectif, si on peut. Je sais pas. C'est un peu décourageant. Alors, si vous voulez, l'image ou l'écrit, ou le son, d'ailleurs. On enregistre un podcast, là, ce soir. Oui, ça peut vous servir à vous manipuler, ça peut vous servir à vous instruire, à vous éduquer, à vous informer. Donc, vous voulez, il n'y a pas de fatalité à être manipulé. Il y a des ouvrages, des écrits de philosophes, notamment, qui vous éclairent, qui ne cherchent pas à vous manipuler, qui vous font réfléchir. Donc, encore une fois, ce sont des véhicules, d'une certaine manière. Une image, ça véhicule une idée. Ça peut véhiculer l'idée de la grandeur, du sacrifice, de l'héroïsme, du courage. Donc, elle n'est pas coupable en tant que telle. Mais effectivement, ce sont des instruments qui peuvent être utilisés à des fins malveillantes et donc aussi de manipulation. Donc, votre question, c'est comment résister à cette manipulation, comment ne pas être soi-même manipulé. Je crois en observant des sortes de gestes barrières, si vous voulez, de bonne hygiène intellectuelle, en commençant, je crois, par se méfier de ce dont on a envie de croire soi-même. C'est difficile, hein, mais on est tous traversés par des opinions, des convictions plus ou moins affirmées, qui sont le produit d'une biographie. On a tous des trajectoires individuelles qui nous sont propres. On n'a pas été socialisés de la même manière, c'est normal, on ne vient pas des mêmes familles, des mêmes... Bon. Donc, c'est normal qu'on ne croit pas aux mêmes choses. Vous voyez, mais si vous voulez être informé correctement, je pense qu'il faut se dire, bon, d'abord, est-ce que cette nouvelle, cette information, est-ce que qui est un peu exceptionnelle ou un peu extraordinaire, est-ce que j'ai envie d'y croire? Si j'ai un peu trop envie d'y croire, il faut que j'en méfie. Il faut que j'en méfie encore plus si la source n'est pas... si j'en suis pas sûr, si elle n'est pas fiable. Sur un sujet particulièrement polarisé, c'est-à-dire qui met en jeu... il y a des enjeux politiques importants, idéologiques, géopolitiques, très très brûlants. On va très souvent avoir des communautés très impliquées, d'accord, dans la production de récits autour de ce qui se passe. Dans ce genre de cas, là aussi, la méfiance est de rigueur. Une méfiance raisonnée,
une méfiance raisonnable, pas une méfiance aveugle. Vous voyez ce que je veux dire ? La méfiance aveugle, c'est celle du paranoïaque. Mais de la même manière que faire confiance, se fier à des grands médias, par exemple, sérieux, c'est pas leur faire confiance aveuglément, religieusement, parce que c'est écrit dans l'AFP ou Le Monde que c'est la vérité vraie, révélée. Mais on peut raisonnablement considérer que l'AFP ou Le Monde, ils ne sont pas là pour nous désinformer, ils n'ont même pas intérêt. D'accord ? Donc ce qu'ils nous disent, à peu près, ça correspond à la réalité. Ils peuvent se tromper, c'est arrivé. Ils peuvent avoir des biais, ce sont des êtres humains. Mais globalement, c'est d'une qualité supérieure à ce que vous allez trouver sur un compte X tenu par un type sous pseudonyme. Voilà. Ou un blog complotiste qui n'a pas de mention légale. On ne sait pas qui est derrière. A priori, on ne peut pas mettre tout ça dans le même panier et dire tout ça sont des sources équivalentes. Il ne faut pas céder non plus à ce relativisme des sources, c'est-à-dire que tout se vaut. Non, tout ne se vaut pas. Il y a des choses qui sont produites sérieusement et qui garantissent une fiabilité, et puis des choses qui sont produites de manière, qui ne sont pas là pour vous informer, quoi, très clairement, qui sont là pour vous manipuler. Donc voilà, se méfier de ce dont on a envie de croire soi-même, être vigilant quand on est face à un sujet très polarisé, et surtout quand on est face à une information qui n'a pas encore été reprise ou qui n'a pas circulé sur des sources d'information considérées comme fiables. Voilà. Il vaut mieux suspendre son jugement à ce moment-là, dire attendons confirmation avant de relayer tout ça. Vous savez, la moitié des contenus partagés sur X, sur Twitter, n'ont pas été cliqués au préalable. C'est-à-dire que les gens les partagent sans les consulter. La moitié. C'est considérable. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous prenez une vidéo de Bill Gates, dans laquelle, une vraie vidéo, vous n'avez même pas besoin de modifier par intelligence artificielle, sachant que tout ça est possible aujourd'hui, les deepfakes, etc. Mais une vraie vidéo, une vraie interview de Bill Gates, dans laquelle il vante les vaccins et vous dit que grâce aux vaccins, on va pouvoir accélérer les transitions démographiques, c'est-à-dire élever le niveau général de santé, faire diminuer l'extrême pauvreté et faire en sorte que les gens fassent moins d'enfants. Parce que les gens font beaucoup d'enfants quand ils sont très très pauvres. C'est une loi démographique. Bon. Donc accélérer les transitions démographiques, faire en sorte que les gens fassent moins d'enfants, ça va de pair avec améliorer leur santé, leur nutrition, etc. C'est ça que dit Bill Gates. Si vous êtes complotiste et anti-vax, vous allez dire, bah là en fait ce que dit Bill Gates, c'est que grâce aux vaccins, on diminue la population. Et donc que les vaccins, sous-entendu, servent à tuer les gens. C'est très différent de ce que dit Bill Gates. Eh bien, des vidéos de Bill Gates tout à fait authentiques dans lesquelles il dit ça, mais qui sont titrées « Bill Gates avoue que les vaccins servent à la dépopulation », on en a vu des myriades circuler. Et quand vous savez que la moitié de ces vidéos titrées de manière mensongère, trompeuse, comme ça, la moitié de ces vidéos, elles sont partagées sans que les gens qui les partagent aient regardé la vidéo, vous voyez le problème. Vous voyez à quel point c'est facile d'amplifier la désinformation. Comment devient-on complotiste ? J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a une pathologie ? Est-ce que ça a été regardé sous cet angle-là ? Alors oui, ça a été regardé sous cet angle-là, et oui, les profils schizotypiques sont plus clairement portés sur les théories du complot. Donc il y a un lien. Ça peut aller de pair avec une pathologie mentale, oui. Mais pour l'essentiel, nous on l'envisage comme un phénomène social, et plutôt comme une pathologie de la démocratie. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand vous avez 35% des gens qui disent « oui, je crois aux théories du complot », ce n'est pas 35% des gens qui souffrent de schizotypie, vous voyez, de schizophrénie, etc. C'est tout à chacun. Donc il ne faut pas plaquer un diagnostic clinique sur un phénomène qui est un phénomène social et qui ne relève pas de la pathologie mentale. Voilà. Voilà. Il faut plutôt l'envisager, à mon avis, comme une pathologie de notre système démocratique. Et bien sûr que pour une fraction de la population, ça va de pair, le complotisme, avec quelque chose qui est de l'ordre de la pathologie psychique, psychiatrique. Voilà. J'avais une question aussi à propos de justement tout ce que vous disiez par rapport, d'un côté, à la partie officielle des États, etc. Or, les armes de destruction massive, on a tous entendu parler de ça.
On a vu le mensonge d'État au FI. La guerre du Vietnam, c'était soi-disant un bateau qui avait été attaqué. On s'est rendu compte 50 ans plus tard que c'était pipeau. Des mensonges d'État, il y en a quand même. On voit qu'il y a une véritable construction étatique, y compris des médias officiels, dont vous parliez, Le Monde, etc., qui vont dans une doxa régulière pour nous balancer des trucs où des fois, à un moment, on se rend compte que c'était n'importe quoi après. Alors je vais pousser la question un peu plus loin, puisque le sujet, c'est laïcité et complotisme. Vu que tout le monde répète que Dieu existe et que le complotisme, c'est sur les preuves, est-ce que la religion est un gigantesque complot, en fin de compte? Alors non, je crois pas, parce que c'est ce que j'essayais de dire lorsque je parlais de croyances contestables. Les croyances, et notamment les croyances religieuses, par définition, elles sont contestables. L'existence de Dieu, on le partage ou pas, mais après, considérer que le Verbe s'est fait chair ou que la mer Rouge s'est ouverte en deux pour laisser passer les Hébreux, d'une certaine manière, ça fait de mal à personne. On n'est pas dans le complotisme, il n'y a pas la désignation d'un bouc émissaire de gens à persécuter, qui nous tromperaient, qui nous manipuleraient, qui comploteraient contre nous, etc. C'est la grande différence avec le complotisme. Le complotisme, c'est non seulement une croyance contestable, si vous voulez, une théorie du complot, mais qui peut avoir des effets, qui peut avoir des conséquences, parce que ça appelle une condamnation morale, c'est un discours d'accusation, et donc ça appelle aussi un châtiment. Il s'agit de chercher les gens qui se livrent à ce complot et de les punir. Et trop souvent dans l'histoire, c'est ce qu'on a fait. Donc c'est en ça que c'est toxique et dangereux et préoccupant, les théories du complot. Maintenant, vous savez, en toute logique, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. L'absence de preuve d'un complot, par exemple, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de complot. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y en a un. Voilà. Donc il faut être humble. Et peut-être demain, on aura les preuves. Et à ce moment-là, il faudra se raviser. Voilà, tout à fait clairement. Mais ce à quoi, à mon avis, il ne faut pas céder, c'est au renversement de la charge de la preuve. C'est un peu différent. C'est-à-dire que trop souvent, les complotistes vont vous dire « Ah bah, prouvez-nous que notre complot n'existe pas ». On ne peut pas prouver qu'une chose n'existe pas. Je peux vous prouver que ce verre-là existe, je peux vous le montrer, vous le voyez, je peux vous le faire toucher. Donc par vos sens, vous avez l'appréhender, constater son existence. Mais que quelque chose n'existe pas, c'est très compliqué. Vous savez, il y avait le philosophe Bertrand Russell qui avait raconté cette histoire qui est passée à la postérité sous le nom de théière de Russell. Qu'est-ce qu'il disait? Que si vous affirmez qu'il y a une théière en porcelaine de Chine en orbite autour de Pluton et qu'on n'a pas les télescopes pour l'observer, ben moi je ne peux pas vous prouver qu'elle n'existe pas. En revanche, si vous l'affirmez, c'est à vous de le prouver. La charge de la preuve repose sur celui qui affirme quelque chose. Et si vous n'avez pas la preuve de ce que vous affirmez, ben, désolé, mais ce qui s'affirme sans preuve se réfute sans argument. Voilà, vous me dites, moi je crois qu'il y a un dieu en spaghetti volant qui est à l'origine de toute chose. Prouvez-le. Et puis, si vous ne pouvez pas le prouver, c'est très bien, vous avez le droit d'y croire. Mais je peux considérer que ça n'existe pas. Je n'ai aucune raison de partager votre croyance. Alors Rudy, ça va être un petit peu compliqué pour moi d'interagir avec vous, parce que c'est l'une des premières fois où j'entends un intervenant et où j'ai quelques problèmes. Vous mettez particulièrement en avant votre expérience de journaliste, et vous faites référence aussi aux journaux dans lesquels vous avez travaillé. Moi, j'ai le sentiment que sur le service public, on a plus souvent des prises de risques sur le fait de chercher la vérité que dans le privé. Je sens chez vous une sorte de corporatisme, de dogme corporatiste de journaliste. Et je suis d'accord avec vous sur le fait que depuis quelques années, il est facile d'avoir un téléphone portable et de se prendre pour un journaliste. Moi, j'ai ma carte de presse depuis 28 ans aujourd'hui. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui passent aujourd'hui sur les réseaux qui me révoltent parce que on déclenche sa caméra et on croit faire de l'information. Néanmoins, je ne fais pas d'amalgame avec le sujet lié au complotisme. Il sera plus difficile, et c'est totalement inintéressant de savoir si Brigitte Macron est un homme, que de se rendre compte que la gestion du Covid, par exemple, a été dramatique et basée sur un certain nombre de mensonges. Et pas seulement des mensonges, en fait, le fait de ne pas savoir a quand même nécessité de donner des informations qui étaient fausses. Et du coup, les complotistes sont, pour ceux qui sont considérés comme des complotistes, des gens qui ont simplement eu le doute, parce que, en se renseignant, en se rendant compte que toutes les méthodologies permettant, par exemple, d'arriver à l'obtention
d'un vaccin n'était pas vraiment rassemblée et qu'on pouvait avoir un doute sur cette rapidité, cette livraison rapide d'un vaccin. Et pour le coup, c'est vrai que vous rendez public aussi que vous êtes proche d'Emmanuel Macron. Et pour le coup, ma question... Moi, je suis proche d'Emmanuel Macron. En tout cas, il est inscrit sur Internet que vous avez voté pour Emmanuel Macron. Ouais, méfiez-vous. Et alors, donc, voyez, vrai, j'ai voté aussi, pour Emmanuel Macron. Donc c'est une information. Donc là, vous confirmez que l'information est vraie. Ouais, j'ai voté pour Emmanuel Macron et je l'ai dit, je ne sais plus dans quelle interview, mais vous savez, comme beaucoup de millions de Français qui ne sont pas proches d'Emmanuel Macron. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, parce que vous parliez par exemple de David Colomb, qui est évidemment éminent, effectivement, sur le sujet aussi, sur la désinformation, et qui est professeur à Sciences Po. Donc pour le coup, effectivement, comment je peux essayer de rentrer dans votre discours quand on sait à quel point le président qui est en place, et pour lequel, vous l'avez dit et vous l'avez rendu public, vous avez voté, est quelqu'un qui manipule énormément l'information et jongle avec le mensonge. Mais vous voyez, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la question du mensonge en politique. Est-ce qu'on attend de nos politiques, nos gouvernants, que leur qualité première soit de dire la vérité ? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on attend d'eux qu'ils gouvernent. Et pour le faire, parfois, faire des choix difficiles. Déjà, quand vous êtes à la tête d'un État, c'est le plus froid des monstres froids, un État. Hein. Ça veut dire que vous avez des services secrets, que vous pouvez donner la mort hein, quand vous êtes un chef d'État, surtout en France, aux États-Unis, enfin des États qui ont des pouvoirs de coercition, quoi. Donc, votre but dans la vie, c'est pas de faire ce que font les scientifiques ou les journalistes, c'est de gouverner. Et c'est d'une nature différente. Je vous laisse la responsabilité de vos propos sur quelqu'un qui a particulièrement menti. Je ne sais pas si Emmanuel Macron ment beaucoup plus que ses prédécesseurs ou ses concurrents en politique. Vous savez, hier soir, j'étais devant ma télé, j'ai regardé l'allocution, j'étais très content que ce soit Emmanuel Macron qui soit à la tête de l'État et pas Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, parce que ça s'est joué en gros entre ces trois-là aux dernières élections présidentielles. Vraiment, hein, vraiment, compte tenu de la gravité de la période qu'on est en train de traverser. Mais vous voyez, est-ce que ça fait de tout électeur d'Emmanuel Macron, puisque j'en ai été un, oui, j'en ai été un proche d'Emmanuel Macron. Vous voyez, non, en fait, je veux dire, quand vous votez, vous faites un choix. J'ai fait un choix qui était de dire, voilà, entre tel et tel candidat, dans le cadre d'élections, des élections présidentielles, parce que à ma connaissance, il n'a pas été élu à aucun autre scrutin, qui choisit par rapport aux autres. C'est ça mon choix. C'est pas de dire je suis un fanboy ou un militant. Si j'avais été, j'aurais pas de problème à le dire, mais c'est pas le cas. Je l'ai pas été. Militant ou vous voyez ce que je veux dire, engagé en politique. Sur l'engagement politique que j'ai eu dans ma vie, dans une présidentielle, c'était, et vous voyez, j'en fais pas mystère parce que j'ai pas de raison de le cacher. Les gens peuvent comprendre que on est traversé par des convictions à un moment donné, etc. J'ai fait la campagne de présidentielle de Jean-Pierre Chevènement quand j'avais 21 ans. Et Jean-Pierre Chevènement, il avait à l'époque des propositions, des opinions dont j'estimais qu'elles étaient, qu'elles méritaient d'être soutenues. Mais vous voyez, il y a plein de gens aujourd'hui dans les médias qui ont été des soutiens de Chevènement avec qui je suis pas du tout d'accord sur un tas de sujets. Voilà. Mais il n'empêche que... Donc, vous parliez de la gestion du Covid. Vous savez, il faut un peu desserrer la focale. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en France ne résume pas la manière dont a été géré le Covid partout dans toutes les autres démocraties occidentales. Et pourtant, elles ont toutes été impactées par le Covid. Des mouvements complotistes, vous en avez partout. En Allemagne, l'Allemagne d'Angela Merkel, au moment du Covid, Angela Merkel avait 70% d'adhésion populaire, de popularité. Beaucoup plus qu'Emmanuel Macron. D'accord ? Elle n'a pas fait les erreurs de communication, son gouvernement, qu'on a eu ici sur les masques notamment, etc. Pourtant, vous aviez un mouvement complotiste allemand très puissant, avec des manifestations réunissant des dizaines de milliers de personnes à Berlin, dès l'année 2020 d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qui ne connaît pas de frontières, ce complotisme-là, et qu'on ne peut pas réduire à une réaction à un pouvoir politique à un moment donné, dans un lieu donné. Je crois que c'est très
très trompeur de dire voilà, les gens ont été complotistes parce que le gouvernement Macron a fait des choix ou a fait des erreurs de communication ou ont dissimulé la vérité sur les masques, etc. Ce qui est d'ailleurs en soi une question plus compliquée que ça. Voilà. On va regarder du côté de notre dessinateur adoré, notre Jean Cry, qui a griffonné pendant toutes ces 2 heures, et voyons un petit peu quelles sont ses productions. Parlons laïcité. Alors le sujet est vaste, hein, bien sûr. Un petit dessin, c'est un monsieur qu'on a déjà vu dans Un milliardaire, voilà, qui fait des fusées. Et j'ai bien aimé votre remarque sur la notion de bouc émissaire dans le complotisme, comme si c'était effectivement obligé. Et pourquoi pas, là j'apprends là. Donc pour le complotisme, il faut un bouc émissaire. Et donc il y a le monsieur qui dit « Zut, ma fusée est tombée », et qui dit « C'est encore un complot judéo-maçonnique ». Un autre, alors laïcité et complotisme. Donc là, j'ai 2 comploteurs. Alors, vous savez, les comploteurs, à une époque, ils étaient toujours représentés avec une grande cape et on voyait que les yeux qui étaient cachés avec un grand chapeau. Et donc, chut, dis rien, mais la Terre est plate. Et l'autre, il répond, ah, c'est pour ça qu'on veut nous faire croire qu'elle est ronde. Et puis un autre, où là, plus on est complotiste, moins on est attaché à la démocratie. Et donc, il y a un monsieur qui serait dans un ordre quelconque, qui dit, Dieu existe, il faut lui obéir. Et bien sûr, il y a une dame derrière qui répond « Comment tu sais cela ?» On est toujours sur cette notion de preuve. Voilà. Une réaction, Rudy, sur ces dessins ? Oui, mais c'est très cohérent avec les paradoxes qu'on observe chez les complotistes, quoi. Il y en a d'autres, mais oui, ça fait beaucoup de talent en tout cas. Voilà. D'autres questions ? Bonsoir à toutes et tous. Je profite justement de la remarque tout à l'heure qui fait le lien démocratie et complotisme pour rebondir sur une question. Est-ce que le fait justement de faire ce rapprochement, on sait qu'en démocratie, on incite les gens à l'esprit critique, donc aussi à remettre en cause certaines informations. Est-ce que ce rapprochement entre souvent ce qui peut être considéré comme de l'esprit critique avec le complotisme ne peut pas créer de la confusion? C'est-à-dire, est-ce que le fait de confondre esprit critique et complotisme, c'est pas confusant, c'est ça que vous dites? Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est ce que je dis d'ailleurs, c'est mon propos. C'est-à-dire, je pense que le complotisme, ça ne relève pas de l'esprit critique. Je pense que ça relève d'une croyance, si vous voulez. Oui, vous voulez reprendre le micro, donc. Du coup, à quel moment est-ce qu'on va considérer que c'est de l'esprit critique et pas du complotisme? C'est peut-être là le... À quel moment? C'est compliqué. Mais vous savez, il y avait l'hypercriticisme qu'on trouve dans le complotisme, c'est-à-dire le fait de s'attacher à des éléments parfois très secondaires d'un récit et de dire oui, mais et de les monter en épingle de manière très artificielle. C'est quelque chose qui est une caricature de l'esprit critique. C'est pas ça l'esprit critique. C'est pas de s'arc-bouter sur des choses complètement périphériques en disant oui, c'est ça qui est important. Vous savez, il y a une technique rhétorique dans les théories du complot qui est ce qu'on appelle le cherry picking. Cherry picking, vous savez, ça veut dire prélever des cerises. C'est l'idée qu'on prend ce qui nous arrange et on laisse de côté ce qui peut contrarier notre théorie, ce à quoi on a envie de croire. Or, lorsqu'on fait une enquête, il faut tout prendre. Lorsqu'on instruit un dossier, un juge d'instruction, il va instruire un dossier à charge et à décharge. Il prend tous les éléments. Il ne sélectionne pas que les éléments qui vont dans le sens de la conclusion qu'il veut écrire depuis le départ. Sinon, il ne fait pas son travail, il ne le fait pas bien. Ce n'est pas ça l'esprit critique. Vous voyez ? Voilà, je crois qu'il faut se méfier de ce discours qui consiste à dire être critique, c'est être complotiste. Non, être critique, c'est effectivement ne pas être naïf, savoir que les complots, ça existe, que les manipulations, ça existe, savoir même que certaines théories du complot, elles peuvent procéder d'opérations de manipulation. Vous voyez, donc je ne crois pas que ce que je vous ai dit ce soir, c'était naïf. Quand je vous ai parlé du KGB qui a amplifié les théories du complot, c'est des opérations d'intoxication de l'opinion publique secrète, ça s'apparente à des complots, à des conspirations.
de ce ce que font les services de renseignement parfois pour manipuler l'opinion publique. Donc, faut pas du tout. Je dis pas qu'il faut être bisounours, faut pas être naïf. Le mal, ça fait partie de la vie humaine, vous voyez, de la condition humaine. Donc, simplement, quel est l'enjeu là ? C'est de s'informer correctement. C'est de baser nos jugements sur la réalité, sur les faits, et pas sur des fictions ou sur des illusions ou sur des croyances infondées. C'est ça l'enjeu. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on fera collectivement les bons choix pour l'avenir. Et si vous considérez qu'on nous ment sur cette histoire de réchauffement climatique et qu'il n'y a pas de problème avec le CO2, et que tout ça, c'est un complot des écologistes et de ceux qui veulent augmenter la fiscalité parce qu'ils sont communistes, et puis de chercheurs qui font ça juste pour avoir des subventions, de climatologues corrompus, vous ne vous mettez pas en situation de résoudre ce problème qui existe vraiment, qui est le réchauffement climatique, parce que c'est vraiment un problème qui existe. Moi, je ne suis pas climatologue, je délègue ma compétence sur le sujet à ceux qui en savent plus que moi, aux experts. Vous voyez, mais j'essaie d'être journaliste, et donc ce que je sais faire, c'est arriver à sélectionner les experts selon leur degré de fiabilité. Voilà. Et je me rends bien compte que dans ce champ-là, il n'y a pas de vraie controverse scientifique sur la réalité du réchauffement climatique. Il y a des gens qui font beaucoup de tapage sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour dire oui, nous, on est climato-réaliste, on conteste les constats du GIEC, etc. Mais ils représentent c'est résiduel, vous voyez, ils ne représentent rien en termes de science par rapport à l'écrasante majorité. Quand je dis écrasante, c'est proche de 99%, quoi. Majorité des spécialistes du sujet qui disent bah oui, il y a bien un sujet, il y a bien un problème avec le réchauffement global, etc. Donc voilà, et j'ai rien à gagner à ça. Je préférerais qu'il n'y ait pas de réchauffement, vous voyez. Mais si on veut faire les bons choix à l'avenir, et c'est juste un exemple, le climat, il y en a d'autres, il faut que ce soit basé sur la réalité, sur des faits. Et ça, le complotisme vient le brouiller. Donc c'est en ça que c'est un danger. Je reviens un peu sur le sujet général, sur la laïcité. Est-ce que la laïcité ne nourrit pas le complotisme, en fait, avec son article 1er sur la liberté de conscience ? Non. Pourquoi ? Pour quelle raison étrange la liberté de conscience serait contradictoire avec la critique du complotisme ? Que les gens puissent croire à ce qu'ils veulent, c'est très bien. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et je ne dis pas qu'il faut pénaliser le complotisme. Et moi, je pense que ce serait la manière la plus contre-productive et la plus paresseuse de lutter contre le complotisme. En revanche, mettre les gens qui tiennent des discours dangereux, préjudiciables, face à leurs responsabilités, oui. Appliquer les lois qu'on a déjà votées, oui. Elles ne le sont pas aujourd'hui. Il y a quand même un texte européen, le Digital Services Act, qui s'applique normalement depuis août 2023 en Europe, donc en France aussi, et qui, de fait, n'est pas appliqué. C'est pire que ça. Quel texte ? Il est violé tous les jours, dans des proportions astronomiques. C'est-à-dire que des plateformes comme X, donc le Twitter, ne respectent pas ces obligations légales devant la loi européenne, qui a été transposée en France, le Digital Services Act. Et normalement, si on ne respecte pas la loi, on est sanctionné, selon cette directive, par la suspension temporaire ou définitive de la plateforme et jusqu'à 6% du chiffre d'affaires de la plateforme mondiale. Chiffre d'affaires mondial. Aucune mesure n'a été prise par la Commission européenne ou par des instances nationales. Aucune. Pourquoi ? Parce que c'est très politique. Parce que si on va au combat là-dessus, si on monte au créneau sur X pour réguler de manière ferme, on entre dans un bras de fer, dans un rapport de force avec pas seulement X, mais avec les États-Unis d'Amérique, puisque c'est des sociétés de droit américain qui sont basées dans la Silicon Valley en général. Or, un bras de fer politico-économique là-dessus avec l'Amérique, ça veut dire potentiellement des rétorsions, des mesures hostiles. Oui, nous sommes des emmerdeurs. Oui, mais dans un contexte où il s'agit de sauver l'Ukraine et donc la sécurité de l'Europe, c'est peut-être pas le sujet principal en haut de l'agenda. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Mais il n'en demeure pas moins que notre loi commune n'est pas appliquée aujourd'hui et que c'est un problème en termes de démocratie. On ne vote pas des lois pour les chiens. Alors, Rudy, il y a quelque temps déjà, tu as contribué avec une commission parlementaire à travailler sur la lutte contre le complotisme, semble-t-il.
Alors, c'est pas une commission parlementaire. Alors, c'est pas une commission parlementaire, alors, ou un groupe parlementaire qui a réfléchi, non? Alors, est-ce que tu peux nous en dire Non, c'est plus? une commission. Au départ, c'est une lettre de mission adressée au sociologue Gérald Bronner, lui demandant de mettre en place une commission, une lettre de mission de l'Élysée, lui demandant de mettre en place une commission sous le titre « Les Lumières à l'ère numérique » pour formuler des propositions visant à faire en sorte que le numérique ne devienne pas une menace pour les Lumières, la démocratie notamment. On est dans l'après-Capitole. Hein. C'est quelques mois après ce qui s'est passé au Capitole en janvier 2021. Voilà, donc on a travaillé 3 mois, de septembre 2021 à fin 2021. Et on a rendu un rapport qui est téléchargeable, hein, qui est public, avec une 30aine de recommandations en janvier 2022. Et donc on était 13 dans cette commission. On s'est partagé le travail, on a fait des auditions, tout ça est public, parfois elles ont été filmées, elles ont été retranscrites en tout cas, donc c'est un travail très intéressant, non rémunéré, on l'a fait parce qu'on nous l'a demandé, parce que c'était notre champ de compétences. Ma question justement par rapport à ce que tu dis, c'est depuis que cette commission s'est finie et avec la 30aine de propositions qui ont été faites, est-ce que tu as vu des propositions qui ont été mises en place, d'autres qui sont en cours, d'autres fait finalement la puissance publique face au phénomène du complotisme? Alors, délibérément, on n'avait pas formulé de propositions sur le vol européen, puisque le DSA, le Digital Services Act dont je viens de parler, était un texte qui était en cours d'élaboration et ensuite d'adoption. Donc, on l'a laissé de côté en sachant que le Parlement européen travaillait là-dessus et en sachant que même le contenu du texte était public. Donc, on a laissé ça de côté, mais ça rejoignait quand même les préoccupations qui étaient exprimées dans le rapport. Il y a eu, moi j'assistais, je crois, à 2 réunions de suivi. Certaines recommandations ont été reprises un peu, mais elles étaient déjà en partie mises en œuvre. Donc, c'est des choses qui ont été éventuellement accompagnées, amplifiées, notamment, je pense à tout ce qui relève de l'éducation aux médias et à l'information, et à la formation à l'esprit critique. L'opérateur public, le CLEMI, par exemple, qui dépend de l'éducation nationale, qui est en charge de cette politique publique. Ce qui concerne le volet réforme juridique, législative, à ma connaissance, n'a pas été repris. Moi, j'ai assisté à une réunion avec le directeur de cabinet du garde des Sceaux à l'époque, qui nous a envoyé comme message que, oulala, il fallait surtout pas modifier la loi de 1880 sur la liberté de la presse, ce qu'on ne demandait pas d'ailleurs, mais bon. En tout cas, là-dessus, ça n'a pas avancé. Et puis après, je serais bien en peine, c'était il y a 3 ans, il y a 30 recommandations, je suis incapable de dire celle-ci a été reprise, où on en est, etc. L'intérêt de ce rapport, ça a été de pouvoir braquer les projecteurs sur un sujet d'intérêt général, qui est comment faire en sorte que le numérique ne devienne pas un ennemi de la démocratie. Voilà, c'était quand même ça le cœur du sujet. Alors, tout d'abord, moi, j'aimerais revenir sur la vraie définition du complotiste. Est-ce que vous pouvez nous la donner? Parce que pour moi, un complotiste, c'est quelqu'un qui dénonce un complot. Ce n'est pas quelqu'un qui crée un complot. Alors, vous avez raison. Et j'aurai une autre question après. Quelqu'un qui crée un complot, qui participe à l'élaboration d'un complot, c'est un comploteur. C'est un comploteur ou un conspirateur. Quelqu'un qui dénonce un vrai complot, c'est un lanceur d'alerte. D'accord ? Bon, les vrais complots, ça existe. Hein. C'est un dissident, éventuellement. Est-ce qu'on ne confond pas les lanceurs d'alerte et les complotistes, justement? Non, je ne crois pas. Je crois que les complotistes usurpent la qualité de lanceur d'alerte. Et le complotisme, c'est la tendance qui consiste à attribuer abusivement l'origine d'un événement, d'un fait, d'un phénomène à un complot. Pourquoi abusivement? Parce que le complot dénoncé, 1, n'est jamais prouvé, et 2, l'explication alternative proposée par la théorie du complot, elle est moins explicative qu'une hypothèse ou une explication plus économe, plus parcimonieuse, et qui en général n'a pas recours à des complots cachés et qu'on ne peut pas prouver. Et souvent, un argument complotiste, c'est de dire « Ah oui, mais la meilleure preuve du complot que je dénonce, c'est qu'on ne peut pas le prouver. Parce que les comploteurs sont tellement forts qu'ils ont même fait disparaître les preuves. » Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire de ça? Si vous n'avez pas les preuves du complot que vous dénoncez, vous ne pouvez rien en dire, en fait. Donc, je crois qu'il y a une grande différence entre les complotistes que je passe mon temps à critiquer et les lanceurs d'alerte. Un lanceur d'alerte, c'est 2 choses. C'est quelqu'un qui, 1, est détenteur, par exemple, de documents qu'il a fait sortir, ou
d'une expertise propre qui lui permet de tenir un discours et de montrer qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. 2, c'est quelqu'un qui prend des risques, qui prend vraiment des risques pour le faire. Et c'est pour ça qu'il mérite d'être protégé, les lanceurs d'alerte, et c'est pour ça qu'il y a tout un dispositif légal depuis quelques années qui protège les lanceurs d'alerte. C'est très important. En revanche, que des complotistes se prennent, eux, pour des lanceurs d'alerte, usurpent cette qualité-là, en disant « mais moi, je prends des risques, etc. » Alors qu'en fait, ce sont simplement des calomniateurs, ce sont des gens qui diffament en permanence, et souvent avec un agenda politico-idéologique en tête. On parle de gens très souvent compromis avec le racisme, l'antisémitisme, et j'en passe. Là, non. On n'a pas le droit de confondre des gens qui prennent des risques et qui sont experts de leurs questions ou qui ont un vrai quelque chose à apporter au public, et des gens qui vont pérorer toute la journée sur des sujets dont ils ne sont pas du tout experts, en prenant aucun risque et même en faisant de l'argent au passage. Ça, je pense qu'il est important de les distinguer. Et donc, ma deuxième question, l'association pour laquelle vous travaillez bénéficie d'une aide de 60 000 €. Et donc, dans ce cadre-là, je voulais vous poser la simple question de savoir si vous n'avez pas de conflit d'intérêt dans ce discours que vous portez. Non, je ne crois pas. Conspiracy Watch, c'est un site internet qui a été créé en 2007 et qui a fonctionné bénévolement, sans aucun budget, pendant 10 ans. En 2017, on a eu la chance d'être soutenu pour la première fois par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui est une fondation privée. Ce sont des fonds privés. Ce n'est pas n'importe quel fonds privé, c'est les fonds des Juifs assassinés. Parce que c'est ça, hein, le fonds de roulement de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Donc c'est pas rien. À côté de ça, au cours de ces années, il nous est arrivé comme association Loi 1901, à but non lucratif, de proposer des projets au pouvoir public. Par exemple, à la DILCRA, qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme, parce qu'on avait, nous, des projets qui rejoignaient ces préoccupations-là. Ou le CIPDR, avant d'ailleurs le fonds Marianne auquel vous faites référence, et même après. Et donc, concrètement, comment ça fonctionne ? Vous avez un appel à projet. Un appel à projet, c'est même pas un appel d'offres, d'accord ? C'est pas vous nous faites ça et on prend celui qui le fait le mieux. Un appel à projet, c'est on veut travailler là-dessus, on veut soutenir des associations, d'ailleurs pas forcément uniquement des associations, mais nous en l'occurrence on est association, pour aller dans le sens de cette politique publique qui est de prévenir la radicalisation et notamment le complotisme, puisque le fonds Marianne c'était même assez explicitement écrit, quoi. Et donc faites-nous des projets. On sélectionne ces projets et on vous soutient à hauteur de ou ce que vous demandez, ou moins, ou plus. Bon. En l'occurrence, c'est moins d'ailleurs, hein, en général, c'est jamais plus. Donc l'appel à projet, il était publié, c'est sur Internet. Myriade d'associations a candidaté, nous on en a fait partie. Et puis il y a 17 structures, parce qu'il y a aussi des entreprises dans le lot, qui ont été lauréates du fonds Marianne, c'est-à-dire de ce fonds. On est en 2021. Donc c'est pour l'année 2021, c'est pour un an, hein. C'est pas pour des années. Hein. Et nous, on a demandé 60 000 €, on a obtenu 60 000 €. On a obtenu ce qu'on a demandé. Ça représente 3% de l'enveloppe. L'enveloppe, c'était 2,5 millions d'euros. Les 4 plus grosses structures, c'était plus de 300 000 € chacune. D'accord ? L'année suivante, on a reformulé une demande, pas dans le cadre d'un appel à projet, parce que l'appel à projet était terminé. On a encore été soutenu. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, on avait justifié l'utilisation des fonds. L'administration nous a donné quitus et a dit très bien, vous avez fait ce que vous envisagez de faire, etc. Et les autres associations, comme nous, ont dû faire la même chose. Et en 2023, il y a une affaire qui sort qui est que parmi les 17 lauréats, il y a 2 structures qui posent problème, pas nous, ni les 15 autres, 2, parmi celles qui ont eu le plus de fonds, on se demande ce qu'elles ont fait vraiment avec ces fonds, est-ce qu'elles les ont bien utilisés, etc. Et donc, ça a déclenché une enquête administrative et une enquête sénatoriale. Moi, j'ai été auditionné par le Sénat. Ils m'ont posé toutes les questions qu'ils voulaient me poser. Et l'enquête administrative, j'ai aussi été auditionné, mais comme toutes les autres structures. Et les rapports ont été publiés en juillet 2023. Je vous y renvoie, c'est public, c'est téléchargeable. Non seulement on a très bien, particulièrement nous, bien géré les fonds, ils ont tous considéré qu'on avait fait notre boulot, mais en fait, on n'a rien à se reprocher. D'ailleurs, je veux en profiter parce que
on le dit jamais assez, et c'est vrai que cette émission de radio, elle existe depuis 2019, Parlons laïcité, et nous aussi, Réseau d'échange réciproque de savoir, on est subventionné pour mettre en place par des pouvoirs publics cette émission de radio. Donc il y a un conflit d'intérêts. Non, je les remercie justement, ces financeurs, de le faire, de nous accompagner là-dessus, parce qu'on ne pourrait pas justement débunker ces informations. C'est sûr que sur le Front Marianne, il y a eu énormément de choses sur la presse qui ont été dites. On sait que... Et de désinformation à un niveau extrême. Et on sait que tu en étais une des victimes, très clairement, hein, ça a été démontré. Et donc c'est pour ça que je suis ravi aussi que notre émission de radio puisse là aussi rétablir les faits, te redonner, on n'a pas une audition extraordinaire, mais te redonner quand même crédit là-dessus, et redire que c'est pas parce qu'il y a quelques voyous que l'ensemble des personnes sont voyous, et il faut pouvoir le redire et l'affirmer. Je vais peut-être donner la parole pour notre Jean-Cri qui a encore dessiné, et pour qu'on puisse voir un petit peu là-dessus ce qu'il a fait. Alors, bon, je suis un peu en clôture d'émission là, mais j'ai repris votre phrase, ce qu'on affirme sans preuve peut être réfuté sans preuve. Sans argument. Sans argument. Ensuite, je vais sortir mon blanc alors. Je vous remercie. Je vais le corriger. En tous les cas, c'est quelqu'un qui tient un livre et qui dit, bon, il a marché sur l'eau. L'autre a ouvert la mer Rouge. Il a donné la vue à des aveugles. Et il y en a d'autres. Complot ou mytho? Merci pour ce dessin, Jean-Cri. Une dernière réaction sur ce dessin? Non, encore une fois, on est dans le grand champ des croyances. Et il faut bien distinguer entre le complot comme... ce qui relève de l'action humaine, et ça, il y en aura toujours des manipulations, des conspirations, tant qu'il y aura des sociétés humaines et des gens qui... C'est normal, en fait, donc il faut l'assumer, il faut le comprendre. Bon. Et puis, ce qui relève de l'imaginaire, c'est-à-dire les faux complots, les projections fantasmatiques, qui, elles, peuvent avoir des effets dans la vie réelle ensuite, après. Et c'est en ça que c'est un sujet de préoccupation, c'est qu'au nom de ces idées-là, on en arrive parfois à commettre le pire, ou en tout cas à faire de mauvais choix qui nous engagent tous collectivement. Donc voilà, et ayons à l'esprit que c'est pas un faux sujet et c'est pas un petit sujet non plus. Eh bien, merci beaucoup Rudy. Je pense qu'il mérite quelques applaudissements. Merci. Merci beaucoup Alain pour l'interview. Merci à notre Jean-Cri pour tous ses dessins et à nos réalisateurs producteurs de l'émission Agnès et Sébastien. Merci à notre public absolument fabuleux qui pose des questions toujours ultra pertinentes. Parlons laïcité. Et on se retrouvera le mois prochain, ici même à la MJC Cibonne-Signoret. Ce sera le jeudi 3 avril de 17h à 19h. La prochaine émission, on va parler laïcité et théorie de l'évolution. Et pour ça, on aura un professeur de sciences et vie de la Terre qui viendra nous en parler. C'est Grégory Quincampoix. Voilà, eh bien, je vous donne rendez-vous au mois prochain. Cette émission est maintenant terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.